La politique est l'art charmant de soutirer le vote des pauvres et le soutien financier des riches en promettant aux deux de les protéger les uns des autres, déclarait Ousmar Améringé. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 13 novembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. C'est la dernière du genre d'ailleurs de cette semaine. Édition dédiée spécialement à l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, né justement Jeremiah Rawlings John. Il est né le 22 juin 1947, il est mort le 12 novembre 2020 à 22h56. Il est l'ancien chef d'État ghanéen. Il faut le préciser, il a été élu le 7 décembre 1992, il a été réélu le 7 décembre 1996, mais comme on parle de fonction de président de la République, il a été entre le 31 décembre 1981 et le 7 janvier 2001. C'est un grand homme qui s'en est allé hier. Cette édition de DBS Matin lui est dédiée. Tout au long de cette édition également, nous allons continuer, il faut le dire, à décrypter l'actualité, à décrypter l'information. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mais puisque nous sommes un vendredi, bon réveil à vous, au TEP à l'Afrique, au TEP au monde et surtout, bon début de week-end. Édition spéciale dédiée justement à Jerry Rawlings. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il s'appelait Jeremiah Rawlings John de son vrai nom, et quand quelqu'un, on pourra dire qu'il devait devenir président, il devait justement le devenir, un peu importe ce qu'on pourra dire. Rappelons d'ailleurs à vous qui nous suivez ce matin que Jeremiah Rawlings John, alors Jerry Rawlings, a été justement président du Conseil révolutionnaire des forces armées de la République du Ghana. Donc il était chef d'État entre le 4 juin et justement le 24 septembre 1979. Il a donc fait 3 mois et 20 jours comme président, il faut le préciser comme ça. Plus tard, il y aura son successeur qui sera tout simplement Fred Akufo. Et bien sûr, le prédécesseur, ce sera Fred Akufo qui, bien sûr, succédera également à Ila Liman. On va pas également oublier, je l'ai rappelé déjà tantôt, qu'il a été président de la République entre 1981 et 2001. C'est donc un grand homme qui s'en est allé hier aux alentours de 22h56. Il s'appelait Jerry Rawlings. Tout au long de cette édition, nous allons en parler. Mais deux mousquetaires sont là ce matin pour cette revue de presse. Jackson Diop, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent du côté de Yaoundé. Vous savez que là-bas, hier, la session parlementaire s'est ouverte depuis hier, jeudi. Bonjour également à vous, Emmanuel Vernachu, ce matin. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. For this Friday, and like Jackson is saying, parliamentarians are in Yaoundé to decide what is happening in Cameroon. And it's like for the first time I'm getting parliamentarians in session going political, because I think that once they get into parliament, they are now people's representatives and not political party representatives. I think so. That's what I think. Bon, on vous comprend parfaitement. Monsieur, j'espère que vous vous sentez très bien ce matin. Oui, absolument, nous nous sentons très bien. D'accord. C'est le week-end? Dernier jour de la semaine. Oh, dernier jour de la semaine, bon, on entre dans le week-end. Bon, c'est pas encore la forme pour moi, mais bon, ça va aller. Je pense que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous savez quand même que Jerry Rawlings nous a quittés hier. Oui, absolument. À l'âge de 73 ans. 73 ans, vous savez que c'est pas donné. C'est pas donné, c'est vrai aussi. Voilà un homme qui a été président très tôt. Oui, mais il faut pas aussi c'est pas aussi beaucoup. Oui. Il faut savoir, il faut dire aux Africains que avant, il y avait plus d'expérience de vie. Et 73 ans avant, c'était pas beaucoup. Et on peut aller plus que ça. On peut aller plus que ça. Et je pense que la nouvelle a fait très grand bruit hier dans les réseaux sociaux. Et c'était un grand homme parce que on ne peut que faire grand bruit lorsque un baobab tombe. Et donc, on a le sentiment que c'était vraiment un baobab. De 1979 à 2020, ça fait beaucoup quand même. 41 ans. Donc maintenant, si vous enlevez dans 73 ans, 41 ans, vous devez comprendre que le mec, il a commencé très tôt. Around 32 years. Yes. 32 years. Yes. Oui, 32 ans, précisément. Vous commencez à être président de la République, il faut bien qu'on rappelle ça aux téléspectateurs qu'il y a des gens qui ont été sur le continent africain président de la République à 32 ans. So when did he enter into politics?
Ça, les gens le savent souvent très peu. Alors, il faut préciser par ailleurs, très mauvaise connaissance de l'histoire des Africains. Préciser par ailleurs que Thierry Raounous a été aviateur militaire. Hein. Voilà, il a d'abord justement été militaire, ça il faut le préciser également. Il a démissionné. Et il a démissionné justement de là pour se consacrer un peu à la politique. Et il n'a pas duré justement en politique parce qu'à 32 ans, il était déjà chef de l'État. Being head of state, I think you are still a politician. Yes. Bon, je ne sais pas s'il était également politicien à cette époque, mais bon, on comprend parfaitement. Messieurs, vous êtes là pour la revue de presse ce matin. Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici la revue de presse, la première partie en langue anglaise avec Mangue Venasius. Friday, November 13th, 2020. I will begin press review this morning from the Guardian Post newspaper on page 3 at the opening session of Parliament, telling us that Kavayem makes derogatory remarks on Kamto's quest to take over power. The Speaker of the National Assembly used yesterday's plenary session, as the paper tells us, to mock the MRC National President Professor Maurice Kamto when he said those organizing peaceful protest to take over power in the country should have a rethink. Then in these sad stories, beginning with Paul Biya, who buries his elder sister today, to Fon Anning Francis of Bafmeng in Menchum division of the Northwest region, who has gone to the land of his ancestors, just like former Ghanaian President Jerry Rawlings, who died at the age of 73. Cameroon Tribune newspaper today tells us that Cameroon's parliament is asking for justice following the massacre in Kumba. On pages 4 to 5, the paper says, as the two houses opened yesterday for the November session, President of the National Assembly and the first Vice President of the Senate, Abubakar Abdullahi, all called for an exemplary sanctions to be meted out to authors of the last 24th October killings in Kumba. Then on page 9 we read about Cameroon Commonwealth as they celebrate 25 years of achievement as 52nd member. The minister delegate at the Ministry of External Relations in charge of relations with the Commonwealth, Felix Mbayu, in an interview assesses the cooperation ties and counts achievement so far. In sport, on pages 30 to 31, following a 4-1 defeat over Mozambique in Douala yesterday, Cameroon Tribune says Cameroon is now heading Group F with 7 points. The Horizon newspaper opens today's edition with Cameroon Commonwealth Cooperation calling it 25 years of achievement, as we read on pages 2 to 5 of Horizon newspaper. Then on page 10, the paper tells us that Cavalier attacks Kamto's MRC at opening of parliamentary session. Then on pages 6 to 8, we read the list of legalized chiefdoms in the northwest region of Cameroon. Le Gideon newspaper tells us that after months of absence in the public arena, Biya appears at sister's funeral. In their inside pages, we read, after Southwest Governor Minat prohibits the use of Nozo Monica for Northwest and Southwest regions. Then still in the regions, the paper tells us that House Speaker condemns barbarism in the Northwest and Southwest regions, praising government forces for security. Then although the paper still informs us that gunmen attack government bilingual school in Mamfe, although Cavalier talks of security in these regions. Emergence newspaper is also looking at management of the war in the Northwest and Southwest regions, asking what could change with the arrival of Democrats to power in America, bringing in the views of 10 experts. The Post-Weekender newspaper on page 3 quotes IDPs who tell government to end the crisis for they want to go back home. The Le Messager newspaper in Mayo Darley looks at girls who have been obliged to abandon education for early marriage, victims of unwanted pregnancies, telling us on page 7 that these adolescents are living a veritable hell. Then on page 3, talking about the 2021 finance law,
The paper says, for the President of the National Assembly, this law is an instrument for resilience for a Cameroon faced with crisis. And the paper says it is Kavaye's acceptance of failure. Out of Cameroon, the Vanguard newspaper in Nigeria reports that the House of Representatives has asked Nigerians to pressure the executive arm of government to slash the salaries and allowances of political office holders in a bid to cut cost of governance. In South Africa, the Sowetan Live newspaper says a third of doctors in South Africa have suffered verbal or physical abuse from patients, their relatives, or members of the public during the COVID-19 pandemic. This is according to a survey conducted by Medical Defense Body, which represents 32,000 healthcare professionals in South Africa. Then east of Africa, in Kenya, the Standard newspaper tells us that a Catholic Church has opposed some proposals in the Building Bridges initiative, terming them good but dangerous. The paper tells us that the Kenyan Conference of Catholic Bishops, retreating at the Marian Shrine in Subukia, Nakuru County, after deliberating on the proposal, rejected the plan to give more powers to the president, saying it will not cure the winner takes it all problem in Kenya. The Herald newspaper in Zimbabwe says the World Bank sees Zimbabwe's reform fixing economic fundamentals and economic blueprint such as the budget strategy paper and the National Development Strategy 1 as being the major plank to advancing economic growth and give substance to the vitally needed re-engagement drive in Zimbabwe. Then out of Africa, the Times newspaper in Britain says Prime Minister hopes to win back friends with softer touch as Johnson plans government's reset after infighting. In Russia, the Moscow Times newspaper says American investor Michael Calvi has been released from house arrest as Russia's Supreme Court ruled on Thursday. Steve, these are some of the information that we could have for this Friday edition of Press Review. On va retenir d'ailleurs la grande une de Le Gideon ce matin qui nous parle, enfin, nous fait savoir que, bien, après plusieurs mois d'absence sur la scène nationale, il faut le préciser, le président Paul Biya est apparu justement au funérailles de sa sœur. Actually, Steve, yesterday. Belle remarque. Of course, it is a good remark for some people who think qu'il n'était pas là, il est là. That he was not there. Ok, il n'est pas encore mort. Même si sur les réseaux sociaux, on a dit bon, peut-être sa jambe droite n'était pas peut-être bonne. Et that tout is ça. That the mask has been added, all this kind of thing. The ear is not there. Voilà. Pendant ce temps, en tout cas, Horizon revient en tout cas avec la coopération entre le Cameroun et le Commonwealth. Ça fait 25 ans déjà. At 25. Wow, c'est beaucoup. Extraordinaire quand même. Et puis on va également retenir que de ce côté du Parlement, enfin, apparemment il y a de gros enjeux. Et on est en train de se moquer de qui là déjà? Maurice Kamto. Ah, d'accord. On va y revenir dans un instant. Le temps pour nous de prendre les journaux et quotidiens à la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons par justement Cameroun Tribune qui s'intéresse au massacre de Kumba avec le Parlement qui demande justice. Le journal à capitaux publics nous fait savoir qu'à l'ouverture de la session de novembre hier, le président de l'Assemblée nationale Kavaye Djibril et le vice-président du Sénat Aboubakari Abdoulaye ont appelé à des sanctions exemplaires contre les auteurs de la tuerie du 24 octobre dernier. Le dernier voyage, c'est celui de Madame Régine Ngonda, veuve Bidjan pour l'éternité. Le journal Essingan parle de la sœur aînée du président de la République du Cameroun qui s'est rapportée en terre ce vendredi dans son village natal du côté de Mbomeka. Le quotidien Le Messager parle lui du martyr des filles Mboro dans le maillot d'Arlé, obligé d'abandonner l'école pour un mariage précoce, victime de grossesse non désirée. Ces adolescentes vivent un véritable enfer, nous fait savoir le journal. Le quotidien Mutation évoque le Covid-19 avec Douala qui refait la fièvre. En tout cas, selon le journal, une dizaine de cas testés dans les établissements scolaires. Un testing généralisé est envisagé. Finances publiques inclusives,
Cameroun vers une stratégie nationale, nous fait savoir le hebdomadaire Le Soir. Alors que seulement 10% des jeunes Camerounais disposent d'un compte bancaire au Cameroun, le gouvernement, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, a officiellement lancé mardi dernier l'atelier d'actualisation de la stratégie nationale de la finance inclusive à Yaoundé, ici même au Cameroun. Le quotidien Le Jour évoque l'économie avec le livre blanc du JICAM et la lecture de Penda et Koka. En petite une, le journal d'Aman Mana se demande où est le projet du budget de l'État. Le journal fait d'ailleurs le constat selon lequel les travaux de la session parlementaire se sont ouverts hier et le gouvernement est une fois encore en retard sur le dépôt du principal texte à examiner. Le quotidien Émergence se demande à sa grande une que peut changer l'arrivée des démocrates américains au pouvoir sur la gestion de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre « Érugir de plaisir ». Victorieuse 2-1 malgré quelques frayeurs sur la fin. Les supporters de Gambie hier soir sur la pelouse du stade de Franceville. Les Panthères du Gabon ont marqué au détriment d'un adversaire auquel elles ravivent la place de leader du groupe D. Des points précieux dans l'optique de la qualification pour la CAN 2022. Elles peuvent donc envisager sans pression particulière la manche retour lundi prochain du côté de Banjul. À RCA, le journal Corbeau News évoque le Conseil de sécurité de l'ONU qui prolonge le mandat de la MINUSCA. En effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi une résolution visant à prolonger le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine d'une année supplémentaire, soit jusqu'au 15 novembre 2021. Au Congo, les dépêches de Brazzaville parlaient aussi des éliminatoires de la CAN 2022 avec les Diables Rouges tout en lumière. 2-0 contre les Swatini. Les Congolais ont pris une sérieuse option pour la qualification à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022, ici même au Cameroun. Direction la Côte d'Ivoire avec le Nouveau Courrier qui évoque la situation sociopolitique et nous fait savoir que le vice-président du Sénat français crucifie Ouattara. La présidentielle du 31 octobre est une mascarade. Ce sont les mots du vice-président du Sénat. Sa lettre vérité au ministère français des Affaires étrangères. France 24 enfonce le régime, nous fait savoir le journal. Direction la France avec le journal Le Parisien qui titre « Confinement, Castex ne lâche rien ». Si les hôpitaux se vident, donc les commerces réouvriront le 1er décembre, mais pas les bars, restaurants et salles de sport. Le gouvernement commande 20 millions de tests antigénétiques, livrant justement un résultat en 10 minutes pour traquer plutôt le virus. Le journal catholique La Croix titre « Réanimation, l'ombre de la sélection ». Alors que le pic de la deuxième vague de l'épidémie du Covid-19 se rapproche, les soignants redoutent justement de devoir refuser des patients. Terminons par le quotidien sportif, l'équipe qui parle de rugby avec la Coupe d'automne des Nations France dimanche. Fidi, Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus qui garde donc la tête froide après les 2 succès d'Otomo contre Galles et l'Irlande. Il se satisfait des qualités créatives et offensives justement retrouvées, mais reste très exigeant avec ces joueurs. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Ça coûte simplement 400 francs CFA. On ne va pas également oublier la victoire des Lions indomptables du Cameroun sur le Mozambique, 3-0. 4 buts à 1. Bon, d'accord. 4 buts à 1. 4 buts d'accord. Nous, on prend souvent l'initiative de retenir les 3-0. On enlève les 1 qu'ils ont marqué. Bon, quand nous étions petits, c'était comme ça. Absolument. Pour ceux qui connaissent un jour au ballon, ils savent pertinemment de quoi il est question ce soir, ce matin. Parce qu'à l'époque, quand tu joues 5-1, bon, là, c'est 4-0. 4-0, absolument. Quand on jouait ce qu'on appelait les coups faibles. Voilà, c'est 4-0. On enlève les buts qu'ils ont marqués, nous on garde les nôtres. Hein, ça fait 3-0. D'accord, messieurs, et pendant ce temps, il faut également dire que la Zingo nationale du Gabon a également gagné 2-0. 2-1.
2 buts à 1 contre la Gambie. Oui, 2 buts à 1 contre la Gambie. Eh ben, bon, disons que l'Afrique centrale, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que presque toutes les équipes ont pris une belle option pour les qualifications pour la CAN 2022 ici même au Cameroun. Donc que ce soit le Gabon qui a gagné 2 buts à 1, le Congo qui a gagné 2 buts à 0 contre les Eswatini, et puis le Cameroun qui a gagné 4 buts à 1. D'ailleurs, le Cameroun était déjà qualifié. Vous savez que le Cameroun je n'ai pas suivi de polémique pas concernant le stade de la réunification. Non, il n'y a pas de polémique. Vous savez que les gens ont beaucoup plus de problèmes dans leur imaginaire. Je pensais, j'imaginais en fait que ce matin les journaux devaient être remplis. Vous comprenez donc pourquoi on parle souvent, on dit souvent certaines choses sur des plateaux pour dire qu'il y a beaucoup plus de choses dans leur imaginaire. D'ailleurs, vous avez vu quelque chose qui... Ça s'est bien passé hier au moins? Ça s'est très bien passé. C'était ici à Douala? C'était ici à Douala. J'espère que ce n'était pas dans les rêves. Non. Le match s'est bien joué? Le match s'est très bien déroulé. Vous savez, il y a dans le stade ici à Douala? Ici à Douala. Vous n'en revenez peut-être pas. Non, mais il faut bien que je charrie quelques-uns. Vous savez, il y a quelque chose qui circulait depuis la semaine dernière sur les réseaux sociaux. On parlait justement d'un communiqué, une pseudo-information qui serait de France 24 disant que le Cameroun va justement partager cette organisation avec le Gabon. Le Gabon, justement. Donc, en fait, tout ça, toutes ces manœuvres visent simplement à montrer que le Cameroun n'est pas prêt. Et donc, les stades sont encore en chantier et tout cela. Je crois que hier, on a quand même vu la différence. Et là, je vous assure que lorsque j'étais, c'était mercredi dernier, là-bas au stade de la réunification, nous étions au stade d'entraînement et il y a un monsieur qui m'a dit, écoutez, c'est le stade d'entraînement ici. J'ai dit, mais c'est le stade d'entraînement. Il était très étonné de savoir que c'est le stade d'entraînement. Et je lui demande pourquoi. Elle dit que, mais il n'a même pas de mots pour qualifier cela. Il dit, mais vous n'êtes pas même encore entré dans le stade. Vous êtes déjà au stade d'entraînement, vous dites déjà ça. Donc c'est pour dire que oui, on peut, il y a des fois, on peut taper sur les doigts de nos dirigeants pour faire, parce que ça a quand même mis long, mais il faut dire que c'est déjà disponible et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, moi je voulais juste savoir, ça s'est très bien joué hier, on l'a vu à la télévision, et puis en plus de ça, on a vu pas mal de belles images d'ailleurs. Steve, when I saw the field yesterday, I was asking myself, what are we complaining of? If we could have this, I think we have the standard of what it takes. That's the international standard. It is not, because somebody would have expected, see that the playground itself, that it would be, patchy as it is. No, we have a good playground, very smooth, and I think that Cameroun... Vaut mieux tard que jamais alors. Oui, Steve. I think so. Steve, je voudrais relever autre chose que peut-être les gens ne voient pas. Vous savez, depuis un moment aussi, on parle de l'éclairage dans les stades. Et puis hier, il y a eu le match qui commençait à 17 h. Donc ça finissait forcément la nuit. Et donc, on a expérimenté ça pour montrer aux gens que oui, on peut parler de ça tous les jours, mais les stades sont éclairés. Et puis, je crois que le match était tellement beau, c'était reluisant. Même la retransmission hier était vraiment, tout était waouh. Bon, le match s'est terminé et on a vu clairement que c'était comme si c'était en plein jour. En plein jour, absolument. J'espère que maintenant, tout le monde peut penser quand même que c'est faisable. C'est possible, la CAN? Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Quand ce n'est pas aussi bien, on doit taper sur les doigts de nos dirigeants parce que ça a quand même mis long. And that was the reunification stadium. If we had to go to Japoma, it would have been a different thing because Japoma had, a step ahead of... Vous y avez déjà mis les pieds? Of course, I've been there with the ministers who have... Faites un tour avec les enfants, ils seront très contents. I hope so. Days ahead. Non, c'est un conseil, faites un tour avec les enfants. I hope so. Un samedi, faites un tour, vous allez vous rendre compte, il y a du monde qui vient regarder. C'est quand même une architecture extraordinaire. Messieurs, revenons justement à ces journaux qui nous intéressent ce matin. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs qu'hier, 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants ont, il faut le dire comme ça, fait le retour dans les salles de classe du côté du Sénégal. Eh bien, la rentrée était hier, 12 novembre 2020. On parle également toujours de Kavaï Djibril du côté du Parlement. Qu'est-ce qui s'est passé, Mangué Vernachus? According to what the papers are telling us, he appeared to have been mocking the president of the MRC party. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Because when you listen to what the Guardian Post newspaper is saying, he's asking those who pretend to organize peaceful protest, to overturn or to overthrow the president. He asking them to rethink. And according to the Le Gideon newspaper,
you know, he's like mocking the president of MRC party. But Steve, I remember when this parliament, this 10th legislature, when they came in after elections in February, the eldest member of the House, she actually called on parliamentarians to keep away, that they are no more, according to her, they were no more politicians. They are now the people's representative. And in the National Assembly, they were not supposed to bring in partisan politics into the House. They are supposed to bring in the interest of the people of their constituencies to discuss in the House what is affecting Cameroon, and not what the CPDM has done, what the SDF has not done, what the MRC or they was supposed to do and did not do, all these things. J'espère seulement que ce sera le cas, et qu'ils vont justement représenter le peuple camerounais justement lors de cette 10e législature. Et pendant ce temps, en tout cas, la grande une de Cameroun Tribune ce matin, on parle de massacre le combat. Eh bien, le Parlement suisse demande justice. That is another point. You know, it is what the Guardian Post and the Cameroon Tribune newspaper, they are all saying. But then this is the National Assembly. I think that National Assembly goes there. If it were a normal National Assembly, we would have been, you know, talking of how to arrange issues. Steve, remember that this is an assembly that had sat for more than 2-3 years, and the crisis in the Northwest and Southwest region had not been discussed. That means they did not even want to say anything about the crisis. Now that the crisis has taken the proportion that it is taking, that is when the presidents are coming up now to say that they condemn it. You don't condemn what you can cure. You don't condemn what you have in your hands. You have the, you know, the tool in your hand to solve it, and you sit and ask for an exemplary, you know, sanctions. To me, I think that the parliament had been silent throughout this crisis. They should be silent throughout this crisis, because you don't just come now and condemn what has been going on for 4 years. Where has this parliament been? And you look, 3/4 of those who are in this house today, they were there since 2016. Merci beaucoup, Pendant ce temps, le Gideon nous fait savoir qu'après plusieurs, il faut le dire comme ça, un mois d'absence devant le public camerounais, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, était aux funérailles de sa sœur hier. Et on l'a vu. D'ailleurs, parlant de cela, et signant titre d'ailleurs pour sa part ce matin, Madame Régine Ngonda, veuve Bidjan, pour l'éternité. Oui, absolument. Le président de la République a fait donc justement son apparition hier en public. Et vous savez que depuis un moment, il y a même eu certains Camerounais du côté de la France qui ont fait une pétition pour justement que le président français fasse rapatrier justement l'ambassadeur. Parce qu'il était question, en tout cas, on redoutait du fait que le président de la République n'est plus vivant et qu'il est allé faire le montage à la présidente de la République, quelque chose comme ça. Et ça a été, vous connaissez le résultat. Et donc hier, il a donc fait son apparition pour montrer aux gens que je suis là. Mais ce que je dois dire aussi dans cette apparition, vous savez, c'est parce que peut-être c'est sa grande sœur qui est décédée. Mais il faut aussi savoir que les Camerounais veulent voir leur président de la République. Quand il s'agit justement des affaires comme celles que nous avons ces jours-ci. Vous avez on a eu des massacres de Kumba, on a eu beaucoup plus d'autres choses horribles. Et là, en ce moment, il faut que le président sorte. Même si on voit, vous savez, même à la maison, c'est compréhensible, lorsque l'enfant est effrayé, quand le père est là, c'est moins. C'est-à-dire que si l'enfant dit « Papa Njunju », il sait que son père est là, son père le protège. C'est ça aussi. Donc, le président de la République doit également faire des apparitions quand il s'agit des sujets aussi comme ceux qu'on a eu ces derniers temps. Je pense que c'est important, mais aussi c'est aussi important de dire, parce que c'est pas parce qu'il ne sort pas qu'il n'existe plus. Il faut aussi dire à ceux qui avaient justement cette habitude de poster cela dans les réseaux sociaux, comme quoi le président de la République ne vit plus. C'est justement... J'ai été très amusé pendant plusieurs mois d'ailleurs avec les vidéos et sans oublier les voices des uns et des autres du côté... Eux, ils sont du côté de l'Occident, de l'Europe. Ils passent la majeure partie du temps. Il est mort, je vous dis. Préparer à manger, il faut faire tout, acheter la nourriture. En réalité, c'est qu'ils utilisaient même le nom de certains ministres et anciens ministres du Cameroun. C'est-à-dire, ils disent que l'information venait de ces anciens ministres. Ça peut être également vrai. Ça, je n'en sais absolument rien. Mais c'était justement pour montrer la crédibilité de ce qu'il disait. En tout cas, il est en vie. In as much as we condemn the fact that people were asking for the people were already proclaiming the death of President Paul Biya, I think that in English they say once there is any smoke, there is fire somewhere.
we should not give, you know, you don't give people the opportunity to think evil about you, because you know there had been instances that we expected the president of Cameroon to come out. I would not want to talk about the issue in Kumba, but then we had the UN General Assembly that was, you know, online video conference, which even from his bedroom the president could also participate. He did not. He was represented. We had the Paris Peace Conference, which even from his bedroom he could participate, but he was represented by the Minister of External Relations. We had the Congress that took place in Congo Brazzaville. He was represented by the Prime Minister. When you see this kind of absences where you expected the head of state... Vous savez également que quand il s'agit du Congo Brazzaville la dernière fois, vous voyez d'ailleurs Paul Biya en train d'aller dans ce genre de choses et voir par exemple le ministre français des Affaires étrangères venir narguer tous les Africains, alors que c'est les Africains qui ont sauvé la France de la main. He did not go. What about the conference that he could sit in his office and read? Because papers come to tell us that it was a, you know, technical fault. Technical fault at the president, at the presidency, that the president cannot participate in an international conference which is taking place, which he can participate from home. I think that that we give chances for people to, you know, to think things that may not be... On vous comprend parfaitement, Emma Guevena. Rapidement terminons avec la grande une du quotidien Le Messager. Parle bien sûr de Mayo Darlé, le martyr des filles Bororo. Je vous ai entendu parler de ça tout à l'heure, hein, Jackson Jock. Oui, absolument. On sait pertinemment quand même que c'est la tradition. Parfois, il se marie très jeune. Oui, c'est la tradition. C'était également comme ça. C'est la tradition, on peut bien le comprendre. C'est pas un fait d'aujourd'hui. Et la tradition, il faut savoir que la tradition aussi peut être dynamique. C'est-à-dire, nous sommes dans des sociétés qui sont dynamiques. Oui. Il faut qu'on ne doit pas rester... nous tous, nous voyons aujourd'hui que il faut permettre à ces filles-là d'avoir l'âge de se marier. Parce que une fille, quand même, qui a 15 ans, 14 ans, qui part en mariage, elle-même, elle ne sait pas où elle part. Donc, il faut laisser la latitude à ces filles d'abord d'être scolarisées. C'est important parce que aujourd'hui, vous savez qu'il y a des femmes qui sont représentées presque partout. Il y a des femmes qui sont maires, il y a des femmes qui sont députées. Il y a même des femmes qui envisagent être président de la République. Donc, on ne peut pas dire que ces filles-là, elles ne doivent pas justement participer à certaines sphères de décision tout simplement parce que on parle de tradition. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut faire quelque chose. Je rappelle que nous avons invité quand même quelqu'un qui était un Bororo ici, oui, hein, qui a fait de très hautes études. Hein. Absolument. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit dynamique. Parce que le problème, ça se situe encore au niveau de la jeune fille. Les hommes n'ont pas assez de problèmes, mais au niveau de la jeune fille encore, c'est très compliqué. Et il faut que les gens comprennent que les femmes aussi peuvent faire quelque chose. Même au niveau même de l'autonomisation. Vous savez qu'il y a des petits projets et on n'en veut pas pour ces filles-là. Alors qu'elles peuvent être autonomes, savoir faire des petits métiers, comme ça elles auront quelques revenus. Or, si leur centre de gravité tourne autour de l'homme, et parfois, vous voyez une fille qui a elle a moins de 20 ans, elle a peut-être 4 enfants. C'est très compliqué, elle est encore très fragile et elle a 4 enfants. Mais c'est ça aussi la tradition, il faut la respecter. Il faut la respecter, mais elle doit être dynamique. Parce que il y a le modernisme qu'il ne faut pas également respecter. Hein, il faut respecter la tradition, mais je dis qu'elle doit être aussi dynamique. Pendant ce temps, messieurs, le soir nous fait parler dit finances inclusives, le Cameroun vers une stratégie nationale. Oui, là encore, actuellement. C'est quoi qui se passe? Oui, non, le constat est vraiment alarmant dans la mesure où nous connaissons tous que il y en a peu chez nous qui ont un compte bancaire. Les jeunes, justement, personne. Parce que d'abord, les gens ne font pas confiance aux banques. De deux, lorsque vous souscrivez dans une banque, vous n'avez pas même la possibilité d'avoir accès à certains crédits. Vous savez qu'il y a également cette confiance entre les populations et les banques, justement. Sans oublier les microfinances également. Parce que les Camerounais aujourd'hui ne font plus confiance aux microfinances parce que plusieurs années durant, eh bien, les Camerounais ont énormément souffert de ces microfinances. Ils ont même d'abord déposé leur argent dans ces microfinances, parfois même dans certaines banques, mais ces banques ont fermé, ils n'ont jamais récupéré leur argent. Et ensuite aussi, vous savez, il faut aussi dire d'autres choses. C'est-à-dire les Camerounais ont, justement, les Camerounais n'ont pas la culture du remboursement aussi. Il y a certains Camerounais qui ont pris des crédits. Parce qu'avant, moi, mon père me dit qu'avant, on octroyait des crédits. Il y avait certaines facilités. Aujourd'hui, c'est encore très difficile. Parce que les Camerounais n'ont pas aussi la culture du remboursement. Il y a certains Camerounais qui ont changé d'identité simplement parce qu'ils ont pris des crédits dans des banques. Il faut aussi dire aux gens de payer leurs crédits
Et donc c'est important, ça fait que Faut pas également oublier que c'est dur. Oui, mais c'est pas parce que c'est dur que vous n'allez pas payer. What is the minimum wage in Cameroon? Oh ben, j'en sais rien, moi. Because it's about 28,000 something. I think the estimate is about 28,000 something in Cameroon. Quoi, vous parlez du SMIC? Minimum wage in Cameroon. Bon, je pense qu'on est peut-être entre 27 600, c'est pas 27 800. And then you have money again to spend and have another one to keep in a bank. Non, on est à 36 000. On est déjà à 36 000. Le SMIC ou le SMIG? Le SMIC. Parce qu'il y a deux, hein. Oui. Vous devez savoir, il y a ce qu'on appelle le salaire minimum intergaranti. Oui. Et maintenant, il y a le SMIC, qui se termine avec un C. Steve, I'm talking about the minimum wage, the minimum salary for Cameroonian. Je sais pas, bon, comme il parle oui, de là, le SMIC maintenant c'est 36 000. So from the 36,000 francs, what can you keep to even have an account? That's why only 10% of young people in Cameroon, only 10%, according to that survey that Le Soir is telling us, only 10% of Cameroonian youth Vous savez également qu'il y a des Camerounais qui ne touchent pas 35 000 francs le mois, non? But that's what I'm saying. So imagine if you are not having up to that, what will you even keep? Do you even have anything that you can even spare to save? So you don't even need an account. Bon, voilà, vous devez le comprendre également. Donc, c'est pas facile également d'aller déposer son argent dans une banque. Si vous gagnez 35 000 francs à la fin du mois, disons même 30 000. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais font plus confiance à la tontine qu'à autre chose. Of course. Alors, because you know that at least you are sure that at the end of the session. Et puis, il y a également un machin, ça a un nom d'ailleurs trop bizarre. Yes. C'est 1000 francs chaque jour. That is it. Vous appelez ça comment déjà? Aladji, mais il y a d'autres en donnent plusieurs noms. Vous savez, chez nous, il y a des associations qu'on donne des noms comme ça. On cotise aussi, pas seulement Aladji, on cotise aussi tous les jours, surtout ceux qui sont dans les marchés. 1000 francs, 2000. 1000 francs, 2000, parfois même 500. Et c'est ça qui devient son salaire? C'est ça qui devient le salaire à la fin du mois. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse. Elle fut fructueuse, hein? Oui, très fructueux, avec justement la sortie du président de la République. Vous savez que beaucoup de gens attendaient. Ah, beaucoup de gens attendaient la sortie du président de la République? Absolument. Le nom qui est là, en tout cas. Of course, he is. Bah, ceux qui en doutaient, en tout cas, je pense qu'il est là. Et on ne va pas également l'oublier. On ne va pas également oublier que hier est mort un grand homme qui a fait de belles et grandes choses. Ça, il faut le préciser pour l'Afrique tout entière. Il s'appelait Jerry Rawlings. Il a d'ailleurs été un bon partisan de Thomas Sankara. Ils étaient d'ailleurs de très bons amis. Ça, il faut le dire également à nos téléspectateurs ce matin. Il est mort hier, 12 novembre de l'an de grâce 2020, à l'âge de 73 ans. Même si Jackson John trouve pour sa part que 73 ans, c'est trop petit. Oui, je le trouve. Il faut dire aux gens qu'on peut aller jusqu'à plus de 80 ans, plus de 90 ans, parce que l'espérance de vie avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on consomme tout, on fait tout ce qu'on veut, même les valeurs. Vous savez que nous sommes des Africains et il y a certaines choses qu'on doit respecter. Et ça, quand vous ne les respectez pas, ça anticipe même parfois la mort. Je vous dirais que ma grand-mère est morte à 114 ans, on sera enterré. Voilà, donc ça anticipe même la mort. Samedi prochain. Or, ces anciennes personnes-là avaient, on vous comprend, avaient peut-être 12 enfants, 15 enfants. J'en connais même une maman qui avait 17 enfants. Mais elle est morte à plus de 100 ans. Ben oui, elle mangeait naturel. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin. Passez un bon week-end. Dans un instant, nous allons entrer dans le débat avec notre sujet du jour, Afrique, produits alimentaires importés. Sommes-nous obligés de les consommer? C'est notre grande interrogation. Afrique, produits alimentaires importés, sommes-nous obligés d'en consommer? Eh bien, c'est ça justement notre grande interrogation ce matin. Mes invités commencent à arriver en compte-gouttes. Simon D, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Ngos, merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau qui devient de plus en plus célèbre de jour en jour. Et je voudrais saluer tous les techniciens, tous les journalistes que vous êtes, avec tous ceux qui gravitent autour de cette maison, JBS, parce que je peux vous assurer, il y a vraiment de l'affluence chaque fois qu'il y a émission. Il y a beaucoup de sympathie par rapport au thème que vous choisissez, et puis ça fait en sorte que ça monte. Merci beaucoup. Et je voudrais profiter également pour vraiment présenter mes sincères condoléances à tous les panafricanistes du monde, parce qu'on a perdu hier un très grand homme. Un très grand homme que j'ai loupé l'occasion de rencontrer quand on était à Malabo, parce qu'on avait invité tous les panafricanistes là-bas. Il n'a pas eu l'occasion de se présenter, mais il a envoyé des représentants, on a eu à discuter, et je croyais rencontrer ce monsieur, mais il meurt sans que je puisse le rencontrer, ça me fait beaucoup de mal. Donc, vraiment, ça me fait très très mal, parce que je me disais qu'on aura l'occasion de se rencontrer, mais dommage, il est parti sans qu'on puisse voir, mais que Dieu lui ouvre les portes le royaume des ancêtres,
qu'il aille là-bas et qu'il continue à protéger l'Afrique et qu'il surveille tous les idiots qui pensent qu'ils vont détruire l'Afrique et qu'il nous accorde vraiment beaucoup de chance pour qu'on arrive à son niveau parce qu'il a fait beaucoup de grandes œuvres pour l'Afrique. De très grandes œuvres d'ailleurs, on va toujours se souvenir de Jerry Rawlings. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue le grand frère Simon D, je salue, n'est-ce pas, toute l'équipe technique des DBS de la matinale, particulièrement, n'est-ce pas, la direction générale, qui fait les pieds des mains pour donner un peu plus de visibilité, n'est-ce pas, à cette chaîne. Et je salue tous les fan clubs, je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde, particulièrement tous nos compatriotes africains qui sont outre-Atlantique, outre-Méditerranée. En tout cas, je salue également tout cela qui, de par le monde, n'est-ce pas, contribue à l'émergence de l'Afrique. Mon coup de gueule de ce matin, naturellement, encore une affaire, n'est-ce pas, de litige foncier du côté de Douala. Là, il s'agit d'un projet de construction d'un marché qui doit pouvoir permettre l'expropriation de plusieurs âmes du côté de PK17. Sur le papier, on parle de 17 000 hectares, non, de 17 hectares, autant pour moi, 17 hectares, mais le recoupement fait, les populations de ce côté m'informent que c'est plutôt 30 hectares. Alors, où va le gap? Qui sont les bénéficiaires du gap? Je pense également qu'il faut qu'on soit très sérieux parce que le Cameroun est déjà sous tension. Il ne faut pas que ceux qui sont dans les cercles du pouvoir continuent justement à teaser le feu parce que sinon, croyez-moi, un jour, la cocotte, ça va sauter. Justement, il y a toujours des problèmes de foncier. En tout cas, on va jeter un coup d'œil là-dedans. On n'a pas également oublié de dire à nos téléspectateurs ce matin que depuis quelques jours, d'ailleurs, il y a eu un bug du côté de Eneo. Mais Eneo ne s'est pas justement prononcé là-dessus. On espère les appeler tout à l'heure parce que toutes les personnes qui consommaient la somme de 20 000 francs CFA se sont retrouvées depuis quelques jours, depuis avant-hier en tout cas, avec la somme de 47 700 francs. Ils sont très nombreux, les téléspectateurs de DBS qui m'ont appelé tout au long de la journée d'hier pour me dire que c'est trop et que trop c'est trop. On espère tout simplement que il faut que c'est là, il faut que c'est la surfacturation. Oui, parce que depuis hier, moi, mon téléphone était saturé. Mais il faut que ça. Jusqu'à 23h hier, je n'ai pas pu dormir. J'espère seulement que je vais les appeler tout à l'heure pour qu'ils nous disent justement ce qui s'est passé. Ils vont rien vous dire. Docteur Yamtima, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Goss. Très heureux de nous avoir sur notre plateau ce matin. Bah, écoutez, je suis à la fois heureux d'être là, mais très malheureux ce matin. Vous me permettrez, vous savez que j'ai pas coutume d'avoir des coups de gueule, mais ce matin, c'est pas tout à fait un coup de gueule, c'est pour rendre hommage à quelqu'un. Oui. Vous savez, le petit nom par lequel les gens m'appellent, c'est Jerry. Et beaucoup de gens se demandaient jusqu'à hier, mais ça vient d'où? Pourquoi on t'appelle Jerry alors que c'est pas sur ton acte de naissance? Eh bien, c'est en classe de 5e, j'étais chef de classe, que mes camarades m'ont surnommé Jerry Rawlings. Et pourquoi? Parce que très rigoureux, très bon. Les gens ont tendance à dire je suis très dur et un peu froid, mais non, j'étais simplement quelqu'un qui pensait que notre classe avait besoin de discipline. Et forcément, cela vous forge un caractère, une personnalité. Et vous imaginez qu'après la journée d'hier, j'ai été particulièrement touché, ce d'autant plus que pour X raisons, il s'est retrouvé que Jerry Rawlings était proche d'une de mes cousines. Et donc, je ne sais pas si l'Afrique mesure à quel point nous venons de perdre quelqu'un d'important. Et nous venons de perdre une icône de la rigueur, de la justice, du sens de l'État. Et je crois que nous devrions faire plus attention à ce genre de personnes. Et je me demandais, j'invite DBS d'ailleurs, si cela est possible, peut-être vendredi prochain, quand on se sera tous calmés, qu'on puisse faire une émission hommage à Jerry Rawlings, parce que cet homme-là a vraiment été le dernier grand homme du XXe siècle. Et voilà qui s'en va. Et il s'en est allé hier aux alentours de 22h56. Il faut préciser également que c'est depuis 1979 qu'il a, il faut le dire comme ça, frôlé les plus hautes sphères de l'État ghanéen de 1979 jusqu'en 2001. Il a été président de la République. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous au sujet qui nous intéresse ce matin. Afrique, produits alimentaires importés. Sommes-nous obligés d'en consommer ou alors de les consommer? Tout de suite et maintenant, voici le débat.
Afrique, produits alimentaires importés, sommes-nous obligés d'en consommer? C'est notre grande interrogation de ce vendredi 13 novembre de l'an de grâce 2020. Afrique subsaharienne, les importations alimentaires grimperont, et d'ailleurs ont grimpé à 48,7 milliards de dollars en 2019. En 2019, donc, la facture des importations alimentaires de l'Afrique subsaharienne se sont chiffrées à 48,7 milliards de dollars, soit 3,8% de plus qu'en 2018, soit 46,9 milliards de dollars, c'était en 2019. Que va-t-il se passer en cette année 2020? C'est notre grande interrogation. C'est ce qu'indique en tout cas l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans son dernier rapport Perspective de l'alimentation. Cette hausse intervient dans un contexte où les achats mondiaux de produits alimentaires devraient ou alors ont chuté de 2,5% à 1,472 trillions de dollars, une première depuis 2015. La progression des importations en Afrique subsaharienne, est tirée principalement par les céréales et dans une moindre mesure par le poisson. Le montant consacré aux céréales a dépassé les 15,1 milliards de dollars à 17,5 milliards de dollars en 2019, soit 36% de l'enveloppe totale. Pour sa part, la valeur des importations de poissons est prévue alors à dépasser même 4,8 milliards de dollars contre 4,4 milliards de dollars en 2018. Les autres articles comme la viande, le lait, le sucre, les légumes ou les oléagineux ont enregistré une baisse et une stabilité aussi du montant de leurs importations selon la FAO. Pour rappel, l'Afrique subsaharienne représente le 3e importateur régional de blé derrière l'Asie du Sud-Est et l'Afrique du Nord et le premier importateur régional de riz. Voilà pourquoi nous les interrogeons ce matin. Afrique, produits alimentaires importés, sommes-nous obligés d'en consommer? Et sur ce plateau, j'ai le docteur Yam Timba. Il est économiste. Ce sujet l'intéresse au plus haut point, car hier, nous en avons parlé au téléphone et il m'a dit, c'est vraiment un gros problème pour les Africains. C'est également le cas pour Simonde, qui lui, depuis la nuit des temps, il faut le dire comme ça, il est là pour promouvoir le Made in Cameroun, le Made in Africa. Et d'ailleurs, on en parlera dans un instant. Justement, vous avez suivi les uns les autres. D'ailleurs, la FAO nous fait comprendre que on est passé là à 48,7 milliards de dollars en 2019, plus 1%, il faut le dire comme ça, voilà 10% de ce qui se passait d'ailleurs en 2018. Est-ce que nous sommes justement obligés de consommer les produits importés? Alors, il apparaît clairement, il y a 2 ou 3 choses qui frappent et qui font frémir, qui font presque peur quand on écoute votre introduction. La première chose, c'est que les importations d'aliments dans notre pays représentent l'équivalent du PIB du Cameroun. Donc, tout ce que le Cameroun a produit l'année dernière aurait servi à importer les aliments pour les Africains. Oui. Donc, tout ce que les Africains ont produit, un pays de l'Afrique, tout ce que ce pays-là a produit, ça n'a servi qu'à importer des aliments. Les gens faisaient quoi alors? On ne sait pas. Ils faisaient quoi? Alors, deuxième chose, cette année, l'une des choses qui m'ont vraiment énervé, c'est lorsque le programme alimentaire mondial a été distingué pour le prix Nobel de la paix. Et j'ai vu beaucoup de chefs d'État africains envoyer des félicitations au programme alimentaire mondial. Peut-être n'ont-ils pas lu la raison pour laquelle le comité Nobel leur a décerné le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel dit clairement qu'on leur a décerné le prix Nobel de la paix parce que grâce à leurs actions en Afrique, ils ont certainement contribué à étouffer ou à apaiser un certain nombre de conflits parce qu'ils ont apporté à manger. Vous vous rendez compte? Donc tout le monde entier est au courant que l'une des grandes causes des conflits en Afrique est le fait que les gens n'arrivent pas à manger. 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions de kilomètres carrés, des dizaines de milliers de kilomètres de côtes, sans compter les dizaines de milliers de fleuves, de rivières, de ruisseaux, des milliers de kilomètres carrés de lacs, de marécages, de mangroves. L'Afrique n'est pas capable de produire de la simple nourriture. Avec tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il y a quand même des éléments naturels. Là, vous avez dit que l'Afrique subsaharienne, que nous importions énormément de céréales. Et de riz. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des céréales. Donc, on était autour de ça, représentait 36% de l'enveloppe. Mais
Vous êtes sur un continent où vous avez pratiquement 300-400 millions de personnes de la ceinture sahélienne qui consomment du mil, du sorgho. Pourquoi vous n'en cultivez pas? Pourquoi vous importez du riz, vous importez du blé, pourquoi vous importez ces choses-là? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et même nos agronomes sont bloqués intellectuellement sur le fait que même pour, par exemple, faire de l'aliment de bétail, pour nourrir les enfants, il faut qu'on mange, et même beaucoup de nos diététiciens, ils pensent qu'il faut manger des céréales. Mais vous êtes plus intelligent que la nature. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que la nature? Si la nature voulait que moi qui vis ici à l'équateur, que je puisse manger du riz, que je puisse manger du blé, vous ne pensez pas que l'évolution de la nature au cours des 14 milliards d'années, et ou tout au moins l'âge de la Terre, 4 milliards et demi d'années, il se sera arrangé pour que les céréales poussent ici? Mais ils se sont arrangés pour que ce soit le macabo qui pousse ici, que ce soit le manioc, que ce soit les plantains, que ce soit le taro. Monsieur Simon, on mange le taro, on mange le macabo, on mange c'est ces choses-là que nous mangeons ici. Alors, quand nous nous retrouvons dans une telle situation économique, ça peut prêter à sourire, mais c'est extrêmement grave. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense vraiment que c'est extrêmement grave. L'aide internationale au développement que l'Afrique a reçue l'année dernière a péniblement atteint le quart de ce montant-là. Les investissements directs étrangers n'ont même pas atteint 10% de ce montant. Ça veut dire que les Africains ont pris le peu d'argent qu'ils ont, eux qui se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont allés nourrir les paysans des autres régions du monde, et ils se plaignent que leurs enfants n'arrivent pas à aller à l'école, ils se plaignent qu'ils sont pauvres. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand vous achetez du riz qui vient d'Asie du Sud-Est, vous achetez du blé qui vient d'Europe ou je ne sais pas d'où. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que les paysans de ces zones-là, vous êtes en train de leur donner les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, de développer la recherche et le développement sur comment produire mieux. Vous êtes en train d'assurer à ces pays-là des devises. Et vous êtes en train de leur donner la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, de se soigner, de se nourrir, de se vêtir, de se loger. Et vous vous privez de cette possibilité-là vous-même. Comment vous voulez donc, comment vous pensez que vous allez développer votre pays? Or, nous avons des produits agricoles chez nous qui peuvent transformer totalement nos pays et même être des facteurs de paix. Et je vais vous prendre un exemple concret, vécu. La transformation du manioc. Prenez du Sénégal jusqu'au Mozambique, tout le monde mange le manioc. Et on en produit dans tous ces pays-là. Ça représente 1 milliard de personnes. Quand vous prenez du Sénégal jusqu'au Mozambique, ça veut dire qu'en fait, c'est toute l'Afrique subsaharienne. C'est 1 milliard de personnes pratiquement. Tout le monde y consomme du manioc. Tout le monde. Et je me souviens qu'en 2011-2012, nous avions ici au Cameroun un programme de production et de transformation de manioc qui devait donc être dans 4 bassins. Le bassin de l'Est, autour de Bertoua et Okadouma. Le bassin du littoral, autour de Douala, Pouma, comme Penja, Djombe, tout ça. Le bassin du sud-ouest, à Bakassi. Et le bassin du centre, autour de Monatélé. Les Indiens avaient apporté le financement pour construire les 4 usines qui ont été conçues par des Camerounais. Des usines de transformation de manioc qui ont été conçues par des Camerounais. Et ils devaient donc produire de la semoule de manioc, de la farine de manioc, de l'amidon de manioc. L'amidon de manioc, ça sert à faire de la colle, machin. Et tous vos yaourts que vous buvez là, c'est plein d'amidon de manioc. Et ensuite, tout votre lait, le lait qu'on vous vend là, c'est plein d'amidon de manioc. Il n'y a presque pas de lait là-dedans. Les gens vont vous raconter que vous buvez de lait tous les matins. Et vous aviez évidemment tout le reste de tapioca, nos choses quotidiennes que nous mangeons. Le soja? Non, je parle du manioc. Ah ouais. Et sans compter le fait que quand vous plantez, il y avait déjà ça, et on devait donc avoir une usine à Bakassi, une à Monatélé, une usine devait être à Douala, une à Sangbilima, et une autre à 5 bassins, et une autre à Yokadouma. Alors, ce qui se passe, c'est que d'après les études que nous avions faites à l'époque, cela devait représenter 5 points de croissance pour le Cameroun. Pour un bassin comme Bakassi, cela représentait l'équivalent de plus de 100 000 emplois directs. C'est-à-dire que le réseau de producteurs autour de l'usine et l'usine, cela représentait autour de 100 000 emplois. On vous permettait pour au minimum d'avoir 5 hectares et donc vous aviez 2 à 3 employés qui étaient payés au moins 100 000 francs avec une assurance maladie et leur retraite. Et on achetait votre manioc bord champ. Tout ce que vous aviez à faire, c'était produire. On venait prendre votre manioc au bord du champ. Et l'IRAD avait développé des variétés qui permettaient d'aller jusqu'à 40 tonnes à l'hectare. D'après nos calculs, avec 5 hectares, chaque paysan devait avoir un revenu garanti de 5 millions.
Tous les ans. 5 millions de francs. Tous les ans. Je suis persuadé que si ce projet, on l'avait laissé prospérer, il n'y aurait même pas eu la guerre dans le sud-nord-ouest et le sud-ouest. Parce que c'est ces 100 000 personnes qui auraient dit, messieurs, nous on a 5 millions tous les mois ici. Vous connaissez beaucoup de Camerounais qui gagnent 400 000 en ville. Mais ces gars au village devaient gagner 400 000 en moyenne tous les mois. C'est eux qui leur auraient dit, vous arrêtez vos conneries parce que là, messieurs, nos enfants, on peut les envoyer à l'école, on peut se soigner, nos femmes sont tranquilles, ne nous dérangent plus et on peut développer nos villages. Ça n'a pas été fait. Pour des raisons que Yaoundé connaît. Après, on a commencé une histoire là-bas, sans Milima et tout ça là. Vous savez la suite. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le propos de notre débat. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que je veux démontrer, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité, avec le manioc, une étude allemande prouve depuis 1905 que le manioc a une capacité nutritive près de 10 fois plus élevée que le riz. Pourquoi vous vous cassez la tête à aller importer du riz que vous pouvez faire du manioc? Avec les variétés de l'Irak, vous en avez pour 6 mois. Je vais dire une autre chose qui est extrêmement importante. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans notre pays. Vous avez l'IRAD, un institut de recherche qui vous dit j'ai des variétés qui font 40 tonnes. Il y a même des variétés pour lesquelles on pensait que ça peut arriver à 60 tonnes à l'hectare. Et vous êtes là, vous prenez de l'argent, vous mettez 60 milliards que vous remettez à la Sodecao, qui va développer le cacao. Combien de Camerounais boivent le chocolat, mangent le chocolat ou boivent le café? Qu'est-ce qui est prioritaire chez vous? Il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez les mêmes 60 milliards, mettez-les en investissement dans le manioc et vous avez 2 récoltes dans l'année et l'économie que vous créez avec les 60 milliards, c'est 240 milliards de francs CFA. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça, c'est les études que nous avions faites à l'époque. Si vous prenez 60 milliards dans la production de manioc, seulement la production, il n'y a pas de transformation, en 2 ans, vous avez 2 récoltes et ça vous fait une économie de 240 milliards. Quelles sont les priorités de nos gouvernements en Afrique? On ne sait pas ce qu'ils veulent. Et tous ces pays peuvent développer le manioc, sans compter les ignames qui rapportent davantage. Il y a toute une étude que j'avais faite dessus par rapport à l'histoire de 75 milliards pour les ordinateurs, comment on aurait pu préférentiellement investir ça dans les ignames. Il y a beaucoup de choses, parfois on ne comprend pas nos États. Vous avez besoin vous avez dit qu'il y a la crise du Covid-19. Ok, ou la Covid-19, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ok, d'accord. Vous prenez 40 milliards, vous donnez aux entreprises. Prenez les mêmes 40 milliards, investissez dans l'agriculture. Parce qu'un peuple qui mange est un peuple tranquille. Parce que c'est un peuple qui peut réfléchir. Parce que c'est un peuple qui peut se projeter. Vous croyez que l'Égypte entière construit les pyramides en faisant quoi? En donnant à manger aux gens, d'abord. C'est comme ça qu'on fait dans nos villages. Pourquoi il n'y a pas de chômeurs dans nos villages? Il n'y a pas de chômeurs dans nos villages parce que l'organisation économique est d'abord basée sur le fait quels sont les besoins à satisfaire. Pas quelle est la demande qui vient de je ne sais d'où qu'il faut satisfaire. Les besoins à satisfaire, le premier besoin de l'homme, c'est manger. Donc nos économies devraient être basées sur le fait de trouver à manger à nos populations. Et quand vous n'êtes même pas capable d'assurer à manger à vos populations, comment vous pouvez assurer le reste? Or, la base de l'agriculture, pourquoi est-ce qu'en Europe, à l'Union européenne, la France parle fort? Parce que la France est le grenier de l'Europe. Pourquoi les États-Unis parlent fort? Parce que les États-Unis, à un moment donné, étaient carrément le grenier du monde. Pourquoi la Russie peut s'opposer aujourd'hui tranquillement aux États-Unis sans se gêner? Parce que aujourd'hui, la Russie est devenue le premier exportateur de blé dans le monde. Pourquoi la Chine est stable? Parce que les paysans chinois arrivent à manger. L'Inde, 1 milliard, plus d'1 milliard de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à manger. Vous, en Afrique, vous n'arrivez même pas à donner à manger à vos habitants. Pourquoi? Nous ne sommes pas obligés de manger ça. De façon naturelle, ce n'est pas ce que pousse ici, donc nous devons nous adapter. Et d'autre part, quand vous prenez même les minoteries qu'il y a dans un pays comme le Cameroun, on peut les réformer pour que ces minoteries fassent plutôt de la farine de manioc, de la farine d'igname, etc. À partir de là, nous maîtrisons notre économie, nous avons la sécurité alimentaire. Et quand vous avez la sécurité alimentaire, qu'est-ce que vous avez? C'est le premier élément de sécurité nationale. Et je viens de vous démontrer que je suis presque sûr que si on avait réussi le projet de transformation du manioc au Cameroun, il n'y aurait peut-être pas la guerre qui nous coûte des milliers de morts aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Merci beaucoup, Dr Yam, pour ce premier jet. Simon D, comment comprendre que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique en général d'ailleurs, a des terres arables, peut cultiver ce qu'elle veut, mais importe plus qu'elle n'exporte? Monsieur Ngoss, à la suite de ce que Dr Yam a dit, je voudrais vous rappeler que sincèrement, il faut qu'on se le dise. La base de tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'école. La base. Parce que quand on a tout faussé à la base, sur le plan éducationnel, on a tout raté. Si vous voyez bien nos fonctionnaires en Afrique, nos fonctionnaires se comportent comme des patrons. Or, les fonctionnaires sont des ouvriers du peuple. Oui. Parce que c'est le peuple qui les paye.
Le fonctionnaire n'a aucun salaire ou aucune plantation où à la fin du mois, il va chercher de l'argent pour se payer. C'est le peuple à travers les impôts qui lui donne logement, transport, que ce soit le gouvernement, que ce soit le préfet, que ce soit n'importe qui. Il faut qu'on restitue l'histoire. Et si vous voyez bien, docteur Yann vient de parler des projets qu'on a fait. Quels sont ceux qui ont tué ces projets? Ce ne sont pas les blancs. C'est encore nos propres frères. Ce sont les fonctionnaires oui. qui sont tapis dans des bureaux. Quand vous venez, ils bloquent tout. Les importations des produits qui viennent de l'extérieur, là. Bon sang, ce n'est pas le citoyen lambda qui va le porter. Ça passe à travers une douane qui est commandée par des gens responsables qui sont des fonctionnaires payés par le peuple. Et ces mêmes fonctionnaires empêchent le peuple de se développer et ils ne comprennent pas que ça empêche également leur développement. Il faudrait qu'on restitue l'histoire. Tant qu'on n'a pas restitué, tant que les gens, les fonctionnaires, la population ne savent pas que sont tous les patrons, on ne pourra jamais avancer en Afrique. Et c'est fait exprès. Les Occidentaux sont venus avec un plan bien ficelé. Quand vous voyez, vous allez à l'ENAM, partout dans les grandes écoles, quand quelqu'un sort de l'école, on dit, monsieur, prenez le commandement. On ne lui dit pas, allez apprendre à négocier avec les gens. Prenez le commandement. Donc, faites ce que vous voulez, là où vous voulez. Or, ce n'est pas normal. Les fonctionnaires doivent savoir que le salaire, c'est le peuple qui leur paye. Et quelqu'un ne peut pas être ton bâton et tu le malmènes, tu le grondes, tu fais de lui ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Tant qu'on n'a pas restitué cette histoire, ça peut marcher. Maintenant, allons sur le plan des importations et tout ça là. Vous pensez que si un temps soit peu, les gens qui sont nos dirigeants dans tous les pays africains, ils avaient imposé des taxes sur toutes les importations, c'est-à-dire à 100%. On ne voyait pas tous ces poulets congelés, on ne sait pas tous ces boissons, on ne sait pas tous ces supermarchés qui ouvrent partout, parce que rien que les frais de douane devaient les empêcher. Et ça, en développant l'agriculture, en développant la pisciculture, oui. Tout, je vous assure que l'Afrique n'aurait aucun problème. Parce que quand vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'Afrique c'est le seul continent où on vend de l'or pour acheter le papier. Et les gens prennent cet or pour commander le monde entier. Or, c'est en Afrique que sort l'or. Nous, on vend de l'or pour acheter le papier. C'est une honte. Or, on peut stocker cet or, faire plein de choses comme ils le font d'ailleurs. Parce que c'est avec ceux qui dominent le monde. Bien sûr. C'est avec ceux qui dominent le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être sur ce plateau pour dire ça, ce sujet. Parce que ça fait au moins 20 ans que nous, on est dans ce débat. Je dis, boycottons les produits occidentaux. Je dis occidentaux, mais pour ne pas dire français. Parce que c'est le problème de l'Afrique. Aujourd'hui, au Cameroun, en Afrique, vous avez la farine de manioc, la farine de plantain, la farine de patate, la farine de je rappelle d'ailleurs que vous nous avez fait déguster ici la semaine dernière des biscuits de patates et des biscuits de patates et des biscuits de manioc et de plantain. Très bien fait d'ailleurs, très beau. C'est pour vous dire meilleur que tous les biscuits qu'on vend sur le marché. C'est pour dire qu'il y a des choses. Oui. Et au-delà de ça, même les produits de santé, monsieur Ngos, on n'a pas besoin d'aller dans les hôpitaux des Occidentaux. Et je vous dis, tous ces produits qui sont vendus dans des supermarchés qui viennent de l'Occident, il n'y a pas de garantie en matière de santé. Aujourd'hui, les Occidentaux ont besoin d'une Afrique sans les Africains. Ils ont tous les moyens de vous détruire à travers les aliments qu'ils envoient. Donc, il faudrait qu'on fasse attention, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les supermarchés, dans toutes ces histoires, tous ces produits qu'on vend là. C'est souvent des produits qui sont, les dates de péremption sont dépassées, on change et on les balance en Afrique. Et nous, idiots, on va dans les supermarchés très, très contents, on sort de là avec des sachets. On ne sait pas que ce sont les poisons qu'on amène à la maison. Il est temps que les Africains se ressaisissent et mettent un terme à cette histoire. J'attire l'attention de gens ici que, au Cameroun, en Afrique aujourd'hui, on a des groupes, le Made in Cameroun. Il y a une structure qu'on appelle Ampiat, il y a une société plein d'ONG, plein de structures qui font dans le Made in Cameroun et dans le Made. Il y a tellement de produits. Moi, personnellement, on a au moins 30 produits qu'on a sur le marché dans ces magasins. Ces magasins sont distribués un peu partout en Afrique, au Cameroun, pour le moment. Et mes produits sont peut-être au Gabon, un peu partout ailleurs, même en Occident, ça commence à y aller. Il faudrait qu'on comprenne qu'on a des capacités de travail. Mais il faudrait que les fonctionnaires nous facilitent la tâche. Heureusement, depuis un certain moment, le ministère du Commerce du Cameroun commence à s'intéresser un peu.
Et je peux vous dire que si ça continue, je vous assure que dans 5 ans, le Cameroun doit avoir une autonomie sur le plan alimentaire, même sur le plan de la santé. Si jamais les fonctionnaires décident de mettre le paquet, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'ils commencent à s'intéresser. Je vais d'ailleurs donner, pour ne pas me cacher, les boutiques Madika se trouvent à Douala, Yaoundé, Bolova, Saint-Mélima, pardon, et bientôt au Bafoussam. Pour l'ONG Ampiat, la boutique se trouve à Dedo. Vous pouvez trouver tous les produits là-bas, tous les produits, mais c'est des produits qui n'ont aucun produit chimique. Je dis aucun produit chimique. Des produits qui sont en même temps alimentaires et santé. Parce que il faudrait que ce qu'on consomme soit en même temps remède et en même temps alimentation. Donc, et c'est à ça qu'on tend aujourd'hui. Et on est dans un groupe, je vous assure, solidaire où on fait tout ça. Si un temps soit peu, les Camerounais pouvaient comprendre, c'est qu'ils n'ont aucun problème de santé. Je vous dis sur ce plateau, il y a plein de gens, plein de Camerounais qui, grâce à des informations que je leur ai données, ils sont soignés sans aller à l'hôpital. Sans dépenser un centime. Parce que je suis rentré dans les recherches. Pas pour moi, mais pour aider les autres. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont morts par ignorance, pas par maladie. Et je vous assure, au moment où je vous parle, des gens peuvent témoigner. Il y a des femmes qui devaient se faire opérer pour les myomes. Tout ça là, elles ne sont pas fait opérer. Leur n'a pas coûté 30 000 pour des opérations qui devaient coûter des millions. C'est dit qu'il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je suis ingénieur télécom, mais j'ai refusé pour devenir ingénieur. Et dit au docteur Yantimba, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que quand il parle des études qu'ils ont menées dans ce pays, et qu'on voit, c'est qu'on n'a pas développé ces études, je suis frustré. C'est justement le problème que nous avons sur je suis très embêté parce continent. Il faudrait que les fonctionnaires aident leur continent à se développer. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, ils pensent qu'ils font du mal aux autres, ils se font du mal à eux. Parce que tant que le pays ne fonctionne pas, ils ne seront jamais tranquilles. Ils ne seront jamais tranquilles parce que eux-mêmes, à la retraite, ils vont être dans les problèmes. Ils n'auront pas de quoi manger. Si c'est le riz qu'ils vont manger, ça va les renvoyer directement dans les tombes. Et pourtant, on a plein de produits qui peuvent leur faire avoir une parfaite santé et vivre longtemps. Quand on parle de l'âge de... Comment vous appelez l'espérance de vie. L'espérance de vie. Monsieur, quelqu'un qui mange sain, qui mange naturel, beaucoup de gens vivent pendant longtemps par rapport à quelqu'un qui passe son temps dans les supermarchés et dans les pharmacies des Blancs. Ça ne nous rapporte rien du tout. Je sais de quoi je parle. Il y a 40 ans, j'ai jamais pris un comprimé. Ni mes enfants, ni personne. Je dis 40 ans, même pas un comprimé. Ni faire un tour à l'hôpital. Ça, je suis désolé. Il y a des choses qu'on peut faire. Et je le dis sur ce plateau, celui qui doute, il peut venir, je lui dis ce qu'il peut faire pour se soigner pour n'importe quelle maladie, sans aller à l'hôpital. Je ne suis pas tradipraticien, je ne suis pas naturopathe, je suis chercheur. Parce que je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de choses qu'on peut développer, mais peu de gens sont intéressés. Les gens vont en Europe, ils reviennent avec des titres de docteur pour prescrire les remèdes, pour faire des piqûres, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la recherche pour trouver de quoi nos ancêtres vivaient, pourquoi ils vivaient si longtemps. Et pareil pour les pharmaciens. Il est temps qu'on change, M. Mouss. Merci beaucoup, Père Simon, pour ce premier jet également. Albert Anatola ici, sur le continent africain, vous avez d'ailleurs vu, il faut le dire comme ça, ce que nous rapporte la FAO. On importe du lait, du sucre, du poisson, du riz. On importe tout ce qui peut nous servir à manger. Alors qu'on a tout ici sur le continent africain. À manger, il faut le dire comme ça, parce qu'on nous considère comme étant le continent le plus affamé du monde. C'est quand même un gros paradoxe, Albert Anatola ici. Oui. C'est les autres qui disent que nous sommes affamés. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, que nous devons être des éternels assistés. On nous a fait comprendre que nous devons constamment vivre sur la perfusion financière des autres. C'est-à-dire que cette richesse qui vient prendre ici, il l'a mis chez eux et ça nous revient sous forme d'aide. Je voudrais commencer par le début. Illustration, 2 images d'illustration. Tout à l'heure, Simon parlait justement de cette boutique qui est du côté de Dedo. Il y a une autre boutique qui vend des produits camerounais, c'est-à-dire les produits alimentaires, le manioc, ce que vous voulez, le dollar. Il y a une boutique de cette nature du côté de Dedo justement, pas très loin du commissariat du 9e arrondissement. Il y a une autre à Bonamoussadi. Pas très loin de l'hôtel du Goladé Andem. Le constat que je fais, c'est que ces espaces marchands ne sont pas fréquentés par les Camerounais. C'est ce constat que je fais. Et les produits, ce sont les produits locaux qui coûtent très moins cher. Mais à côté, vous avez Bao, sans publicité, vous avez Carrefour qui sont inondés, qui ont de l'affluence. Je dis bien, c'est un conseil que vous pouvez faire, c'est-à-dire à la fin de cette émission, faire un tour derrière le commissariat du 9e arrondissement ici à Douala, pour faire un tour du côté en face
à côté de, n'est-ce pas, de l'immeuble, que vous connaissez du côté de Bonamoussadi, il y a une boutique là qui ne vend que des produits locaux. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas d'affluence. Il y a plus d'affluence ailleurs que il y a plus d'affluence ce qui concerne justement les produits nationaux. Il y a de l'affluence chez le voisin d'en face qui a l'étiquette, l'enseigne Bao, et chez l'autre voisin qui n'est pas tiré de là, Carrefour. Allez donc comprendre pourquoi. C'est justement là on revient sur l'éducation. En fait, je pense que là nous sommes sur la problématique des paradoxes comme vous avez indiqué, c'est-à-dire que déjà il y a un problème. Que nous sommes, je suis quand même très outré de constater que dans le contexte africain, des ingénieurs sortis quelquefois des grandes écoles de Polytech se retrouvent bureaucrates ou à la recherche d'un emploi, alors qu'un ingénieur, c'est une entreprise déjà en soi-même. Un ingénieur, dans son domaine de compétences. Et là, ça pose la problématique des politiques publiques de développement. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait cultiver du cacao, on nous fait cultiver du café, on nous fait cultiver, comment dirais-je, le coton. Le coton, voilà. Encore le coton, ça peut nous servir, puisque nous avons, il faut bien qu'on s'habille, mais ce coton n'est pas transformé sur place. Gros problème. Localement, c'est ça le problème. On peut le produire, le coton, mais il doit être transformé sur place. On met l'accent sur le pétrole, oui, on en a besoin, mais il faut que ce soit raffiné sur place. Voilà. Mais, et les recettes rapatriées. Voilà. Mais sauf qu'il y a un problème. C'est qu'on nous fait produire, on met l'accent sur les produits dont les autres ont besoin et qui ne servent à rien pratiquement. Or, nous avons sur le continent africain des ingénieurs qui ont de l'expertise, chacun dans son domaine. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est des politiques de développement. Il faut donc qu'on sorte d'une économie de rente pour une économie de production. C'est ça qu'il s'agit. Et on met l'accent sur quoi? Sur l'industrialisation, n'est-ce pas, de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, si la Chine c'est une puissance, c'est l'agriculture. Si les États-Unis c'est une puissance, c'est l'agriculture. Si la France est relativement une puissance, si elle ne venait pas puiser dans nos réserves, c'est égal. Elle peut faire chez tout le monde, excusez-moi du terme, c'est parce que c'est l'agriculture. Donc, qu'est-ce que nous avons un programme agricole au Cameroun? Non, je ne pense pas. Est-ce que nous les avons sur le continent africain? C'est des jongleries. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quelquefois, pour des pays qui sont assez organisés, il y a des coopératives, des associations d'agriculteurs qui forment une agriculture sommaire, qui ne peut pas justement régler les problèmes de sécurité alimentaire qu'évoquait tout à l'heure. Donc, je pense que là, c'est la faute aux dirigeants. Je ne peux pas comprendre que vous avez des brasseries, vous avez des industries brassicoles, mais vous n'avez nulle part un champ de maïs pour produire justement le maïs qui rentre dans la fabrication, n'est-ce pas, de la bière. Et ça pose quand même problème. Vous avez sur le continent africain des entreprises qui fabriquent les sociétés laitières, de production laitière. Vous n'avez pas une société, vous n'avez pas un champ de soja, par exemple, pour ceux qui utilisent le soja, ou bien vous n'avez pas un champ de soja, vous n'avez pas un cheptel quelque part pour ceux-là qui peuvent vendre ces produits aux entreprises dans la production laitière. Il y a un problème. J'ai été scandalisé d'apprendre que le gouvernement de mon pays a dépensé plusieurs centaines de millions pour aller chercher les vaches laitières. Vraiment, choquant. Là, il y a un problème encore. Choquant. Il y a un très gros problème. Choquant. Non, sérieusement. Je pense donc là, on dépensait 100 milliards de francs CFA chaque année pour importer du riz, il ne faut pas également l'oublier. J'y arrive. On se pose d'ailleurs des questions, pourquoi est-ce qu'on peut... La sèmerie. 500 milliards de francs CFA pour importer du riz. Il y avait un projet maïs ici, c'est vrai que ça a connu des ondulations. On a dépensé beaucoup de milliards dedans, je crois que c'est Bernard Zonga qui portait ce projet. Ça allait dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de milliards qui ont été pillés, dilapidés, c'est mort. Et il y a eu justement un projet qui promouvait justement l'aviculture. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec cette histoire-là, parce qu'il est quand même scandaleux qu'on puisse importer du poulet, alors que nous avons beaucoup d'espace chez nous, beaucoup d'espaces qui sont arabes, là, il faut le dire. Bien sûr. Qui sont arabes. Donc, je ne sais pas où est-ce que c'est parti, mais vous avez des Chinois qui viennent cultiver du riz sur le sol africain, pas pour le marché africain, pas pour les Africains, mais pour nous les Chinois. Non, c'est pas non. Mais nous importons le riz que pour nous nourrir les Camerounais. Il y a un problème. Mais il y a un gros problème. Et ceci, ça se passe au nez et la barbe de nos dirigeants.
C'est pour ça que je parlais des Je fonctionnaires. pense donc qu'il faut qu'on retourne aux fondamentaux, c'est-à-dire déjà comme même d'abord un modèle économique parce qu'on n'en a pas. Je voudrais comprendre peut-être que quelquefois on est obligé d'aller importer des choses, même les cure-dents, parce qu'au niveau du compte d'opération, cet argent ne peut pas nous remettre, ne peut pas nous être remis en espèces. Il faut bien convertir cela en marchandises. Je voudrais peut-être comprendre cela. Il y a quelqu'un qui a eu à m'expliquer cela comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu qu'il a peine à comprendre. J'ai eu de la peine à comprendre. Bon, alors moi je pense donc qu'il faut justement, à mon sens, changer d'abord de modèle, d'avoir un véritable modèle économique. Parce qu'on n'en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas avoir un modèle économique qui est extraverti, qui est un modèle extraverti, qui repose sur une économie de rente, comme je l'indiquais tantôt, et non sur une économie de production. Nous devons produire ce que nous mangeons. Et manger ce qu'on consomme. Ce que les autres ont besoin. Non. Tout à fait. Du tout, non, c'est pas sérieux. Donc, je crois que là, il y a de la responsabilité, n'est-ce pas, de nos gouvernants de gérer cette question. Pendant ce temps, des hommes meurent de faim, Dr Yamb. Qu'est-ce qui empêche justement nos dirigeants d'avoir un programme alimentaire, d'avoir un programme agricole, de créer justement de la richesse sur nos territoires et surtout permettre à tous les Africains de manger à satiété? Il y a des choses qui sont des contraintes auxquelles ils font face, mais il y a également une grosse incompétence dans la gestion de nos pays. Parce qu'après, il faut établir la responsabilité de façon correcte. Oui. La première chose qu'il faut savoir, je voudrais juste une petite parenthèse. En fait, mais ici, mais c'est très grave. Ce que tu dis là est fabuleux. C'est que le riz que nous importons ici est en réalité du riz destiné à l'alimentation des animaux. Du bétail. Le blé que nous mangeons ici, pourquoi est-ce que quand les gens viennent d'Europe, ils vous disent que le pain est bizarre chez nous? Mais le pain est bizarre parce que le blé que nous utilisons ici pour faire du pain est destiné à l'alimentation du bétail. C'est pas du blé destiné à l'alimentation humaine. Donc finalement, nous sommes des animaux. Mais, puisque vous accepté de l'être. Je vous l'ai dit tantôt. Mais c'est destiné à l'alimentation du bétail. Le poulet qui est importé ici, ce sont des pondeuses qui n'ont plus aucune valeur nutritive, qui sont fatiguées. C'est ça que nous utilisons ici. Le bœuf qui est importé ou le porc qui est importé, pour la plupart du temps, c'est les vieilles truies qui ont tellement mis bas et puis elles sont plus utiles. Avant, c'était détruit. Avant, on les détruisait. Maintenant, on les prépare, on les envoie en Afrique. Donc, ça c'était détruit pour nourrir les porcs, nourrir les autres animaux. L'essentiel, ce qui est importé, c'est cela. En réalité, nous devons avoir une attitude comme celle de pays qui donnent des quotas. Beaucoup de gens m'interpellent souvent en me disant « Oui, mais pourquoi vous donnez l'impression que vous ne voulez pas que les supermarchés étrangers s'installent chez vous ?» Je dis « Mais non, attendez, vous vous trompez ou quoi? Qui vous a dit ça? Ce que nous vous disons, c'est que dans ce supermarché étranger, il devrait avoir 75% des produits africains, des produits de chez nous. Ouais, des produits de chez nous ici. C'est tout ce qu'on leur demande. Moi, je ne demande pas du tout qu'il n'y ait pas des investisseurs étrangers qui viennent dans mon pays. Ce que je demande, c'est que quand vous venez chez moi, vous voulez faire un supermarché, que 50% au moins dès l'ouverture de votre supermarché. Non, j'y arrive. 50% au moins. Au moins. Je dis au moins. À l'ouverture, les produits qui y sont, soit les produits de chez nous, que lorsque vous installez une brasserie qui est... Vous vous souvenez d'une émission que nous avons ici, l'approche sectorielle et l'approche microéconomique. Oui. Je vous avais dit, je pense qu'il faut qu'on ait toujours une approche sectorielle. Quelqu'un veut installer une brasserie, vous lui dites c'est un secteur d'activité. Quelles sont les différentes activités autour? Vous avez besoin de manioc, du maïs. Encore qu'on peut faire de la bière à partir de manioc. Mais vous avez besoin de maïs. Très bien, messieurs, vous vous assurez qu'il y a un réseau de producteurs de manioc. De maïs. Moi, j'aime le manioc comme ça. Enfin, les mintumba, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime manger ça. Bon, moi-même, j'aime. Comment? Vous faites qu'il y ait un réseau de producteurs de maïs. Et c'est vous qui soutenez cela. En fait, l'État s'arrange à ce qu'il y ait une activité autour de la production. Autour de l'usine. Tout à fait. Voilà comment on développe l'agriculture, parce qu'après, vous et moi, on va prendre un peu de maïs là-dedans pour manger le sangano. Bien sûr, c'est pas vous manger un peu de concha. Bien sûr. Voilà comment ça va se passer. Et on a la sécurité alimentaire. Bien sûr. Bon, donc... Et la création des emplois. Enfin, je préfère ne pas, parce que là, ça va être extraordinaire. Vous imaginez un réseau de producteurs de maïs. Bien sûr. Donc, en réalité... Oui. Nous n'avons même pas besoin de boycotter les produits de qui que ce soit. Nous avons simplement besoin de nous assurer que dans le peu que nous avons, on commence par l'agriculture et on commence par les voies de communication qui mènent des bassins de production aux bassins de consommation. Imaginez que depuis
simplement 2000, l'an 2000, donc les 20 dernières années, que dans un pays comme le Cameroun, on avait construit chaque année, et je crois que ça ne peut pas nous dépasser, chaque année, 100 km de routes goudronnées pour désenclaver les bassins de production. En 20 ans, ça aurait fait combien? Ça aurait fait 2000 km de routes. Bien sûr, bien sûr. 2000. 100 km simplement chaque année. On dit, bon, nous vraiment, excusez-nous, on fait 100 km de route pour désenclaver les bassins de production. En 20 ans, ça fait 2000 km de route. Vous désenclavez en moins de 30 ans l'essentiel de votre pays. D'ailleurs, vous aurez plus. Parce que comme il y aura de plus en plus de production agricole, vous allez donc avoir un peu plus de ressources et vous passerez de 100 km à 200, 300 au bout de 10 ans. Donc vous aurez entre 3000, entre 2000 et 5000 km de route que vous aurez construit pour désenclaver tout votre pays. Imaginez qu'on avait construit 5000 km de route ici. Le père Simon parlait d'emploi. Pour construire 5000 km de route, ça fait beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Et il y a un thème cher à ici qui consiste à dire que quand les gens travaillent comme ça, il y a la paix. Voilà autant de choses. Donc, qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de le faire? Beaucoup vont évoquer le franc CFA. Oui, bien sûr que je sais que les contraintes liées au franc CFA sont telles que les machines dont nous avons besoin, on aura peut-être difficulté. Mais je rappelle un principe simple en matière économique, ou deux. Le premier, il faut que nos fonctionnaires cessent de penser que l'économie fonctionne sur la base de la demande extérieure et que les importations sont la base de l'enrichissement des pays. C'est faux. C'est faux, c'est faux. L'enrichissement des pays est lié à la demande interne. Et à la production. D'abord. Or, pour satisfaire cette demande intérieure, vous devez transformer. On va pas, quand vous allez produire le manioc, vous faites quoi? Vous le laissez pourrir? Tout à l'heure, vous parlez d'un projet de transformation de manioc. Donc, vous transformez pour pouvoir stocker. Il faut savoir qu'on se développe en 3 étapes. D'abord, on commence par faire de l'agriculture, on fait de la simple production, de la collecte. La deuxième étape, c'est le stockage. Parce qu'à partir du stockage, vous industrialisez un peu. Oui. Et après, vous transformez. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les mécanismes du franc CFA tordent un peu le processus, mais le peu qu'on a, il faut qu'il soit investi. Lorsque dans un pays, vous détournez 2000 milliards en 6 ans, c'est pas moi qui le dis, ou en 3 ans, c'est la CONAC qui l'a dit. Bien sûr, bien sûr. Lorsque vous détournez 2000 milliards, comment voulez-vous dire? Si ces 2000 milliards avaient mis dans l'agriculture, on n'en serait pas là. Claire. Et aujourd'hui, il suffit de demander à tous ceux qui importent le blé. Vous leur dites, dans 6 mois, on arrête les importations de blé. Donc, votre trésorerie, vous allez la mettre dans le manioc ou dans les ignames. Et nous, et je peux vous assurer que si le gouvernement le demande, on sait comment faire. On sait comment modifier les minoteries pour que ça puisse plutôt transformer, faire de la farine. Mais là, de manioc. avec votre permission, docteur Yambou, vous aurez un problème parce que vous avez les commerçants qui disent hommes d'affaires qui vont vous dire qu'écoutez, moi je ne peux pas mettre 10 milliards pour attendre 5 ans ou 2 ans. Mais ça qu'ils appellent en réalité, justement, ça ne se passera pas comme ça. Parce qu'on va leur donner un temps d'import. Ils continuent à importer parce qu'on va pas. La vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Peut-être pendant 1 an ou 6 mois, ils continuent à importer normalement parce qu'ils font souvent aussi des achats à terme. Vous appelez ça des hommes d'affaires? Bon, et donc, quand ils auront, pendant ce temps, les ingénieurs qui avaient conçu les outils pour produire dans le cadre de la transformation de manioc savent comment modifier n'importe quelle minoterie pour qu'elle puisse produire plutôt de la farine de manioc. Ils vont donc, ces ingénieurs ont d'ailleurs un centre pilote, le CIP qui est à Bonabéry, le centre d'incubation pilote qui est à Bonabéry. On leur demande ça. Et ils vont donc le faire sur 1 an. C'est un programme. L'État met un programme en place sur 1 an. Au bout d'1 an, vos propres installations industrielles sont à point. Et entre-temps, on a produit du manioc. On a commencé à produire. Donc, on produit du manioc, de la farine, etc. Donc, au moment où le délai arrive, on a les stocks de manioc, on a les usines à point et on avance. Alors, la difficulté, le problème de fond, en réalité, c'est pas le franc CFA. Le problème de fond, c'est la volonté politique. Est-ce qu'elle est bridée par l'aliénation culturelle des gens qui pensent que manger des choses qui viennent d'ailleurs sont nettement meilleures? Mais il est clair que quand vous allez dans les poubelles de Bonaprise ou de Bonanjo ou de Bastos, vous trouvez moins de choses qui viennent de chez nous que des choses qui viennent d'ailleurs. Alors, vous avez par exemple un exemple assez bizarre où on interdit aux gens de produire du whisky ici, mais on importe du whisky tout le temps. Au Dontol, c'est du whisky, monsieur. Bien sûr. C'est du whisky et d'ailleurs il est de meilleure qualité parce qu'il n'y a aucun additif. Bien sûr. Il est de bien meilleure qualité que le whisky qui vous est vendu sur le marché parce qu'il n'y a aucun additif chimique. Bien sûr. Alors, vous bridez les capacités de production de vos propres. Vous croyez que le whisky qu'on produit ailleurs, c'est quoi? C'est de grosses industries en titane? C'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat pur et simple. Et nos gens savent le faire ici.
Et c'est ça qui développe un pays. Laisser la liberté aux gens de produire. Le Cameroun ou la plupart des pays d'Afrique, particulièrement les pays d'Afrique francophone, ont un gros problème. C'est que pour toute chose que vous devez faire, il faut une autorisation. Autorisation de création, autorisation d'exploitation, autorisation d'ouverture, autorisation de lancement, autorisation d'inauguration. Tout ça, n'est-ce pas que tout ça va freiner justement c'est ça qui freine à la création justement de ces entreprises? C'est ça qui bride l'initiative chez nous. C'est ça qui empêche les gens de projets aussi. Oui, voilà. Donc, sans compter évidemment tout cela, etc. Donc, vous avez l'impression que vous avez tellement d'étapes à franchir que ça décourage les gens. Comment vous pouvez avoir un pays comme celui-ci, dans lequel vous avez des dizaines et des dizaines de fleuves, des centaines, des milliers de ruisseaux, et vous importez du poisson? Comment vous pouvez être dans un pays comme celui-ci, des gens vous disent que vous vendez du lait, il n'y a pas de ranch? Comment peut-on importer des vaches laitières? Mais c'est l'insulte la plus grave à nos ingénieurs. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas capables de modifier, de faire que le pays ait des vaches laitières. Mais ils sont donc ingénieurs agronomes de quoi? Ils sont ingénieurs agronomes de quoi? De bureau. Oh, je suis sûr que si on donne à ces gars-là, des ingénieurs que je connais, camerounais là, vous leur dites, messieurs, nous voulons des vaches laitières qui donnent autant de lait que des vaches néerlandaises, des vaches hollandaises, vous leur donnez 2 ans. 3 ans maximum, ils vont le faire. Je connais les Camerounais, ils sont capables de le faire. Je peux me dire une chose. Oui, bien sûr. Je vais me tourner vers vous, Simon. Comment comprendre justement la fierté de ces Africains qui aiment entrer justement dans les grands supermarchés, ressortent les plastiques pleins de produits importés, des produits occidentaux? Comment comprendre justement cette fierté? Et pendant ce temps, on boude. Moi, je pèse quand même ce mot-là. On boude justement les produits locaux. C'est le complexe du colonisé. Merci. Merci. L'aliénation culturelle. Ouais. Et je voudrais profiter pour dire une chose très importante que le docteur Yanari et même mon ami ici. Aujourd'hui, là, au Cameroun, on produit la farine de manioc, je vous l'ai dit. Il y en a. Artisanalement. Artisanalement, ça fait ça qu'on fait les biscuits. Le farine. J'aurais voulu que vous ayez même ces biscuits devant tout le monde. D'ailleurs, malheureusement, le paquet de biscuits était de combien? Il y a combien de biscuits à l'intérieur? Il y a au moins 27 biscuits. 27 biscuits à combien déjà? À 1000 francs. 1000 francs. 27 biscuits. 27 biscuits. Je ne vous parle pas des petits biscuits, je vous parle des biscuits bien fourrés. À 1000 francs CFA, on les a mangés ici la semaine dernière. Et vous m'en avez pas gardé. Non, vous m'appelez, je suis dispo. Hein. Tout ça c'est made in Cameroun, made in Africa. Voilà. Je connais très bien leur mouvement, je connais très bien ce mouvement que je soutiens à travers... J'aurais voulu avoir justement des personnes ce matin sur ce plateau, mais bon, ils n'ont pas eu le temps. Avec le magasin de Deido, Ampiat, parce qu'aujourd'hui, je vous coupe pas, Père Simon, je voudrais juste mettre de l'eau dans votre moulin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un monsieur que je respecte beaucoup dans ce pays. Peut-être c'est l'une des rares occasions où je vais lui rendre hommage, mais je vais le dire. Parce que les Camerounais intelligents, il y en a peut-être beaucoup. C'est peut-être la force de ce pays. Mais il y a très peu de Camerounais qui sont capables de conviction. Un monsieur qui s'appelle Bernard Ndjonga. Oui, je connais très bien. J'apprécie énormément ce monsieur. Je ne sais pas s'il regarde cette émission, mais je l'apprécie beaucoup. Parce que voilà quelqu'un qui a compris quels sont nos vrais problèmes. Et voilà quelqu'un qui a dit, ce secteur-là, je le maîtrise et je sais de quoi je parle. Et toutes les propositions de ce monsieur sont des propositions correctes. Enfin, je n'ai jamais pu évaluer et trouver qu'il y avait des failles particulières dans ce qu'il propose. C'est un monsieur très sérieux. Et lorsque nous sommes dans un pays comme celui-ci, laissons nos égos de côté. Laissons nos petits intérêts personnels de côté. Donnons la possibilité aux gens comme celui-là de prendre un secteur et de pouvoir le faire avancer. Allons-y, monsieur Simon, rapidement avant de lire les messages. Pour les bassins de production, il y a un cas, Yabassi, à côté. Voilà. Vous imaginez si on avait fait une route depuis des années entre Yabassi et Douala, des décennies. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas comme production, comme vivre à Douala? C'est-à-dire, quand je vois ça me fait pleurer. Il y a une rivière qu'on appelle le Nkam. Qu'est-ce qu'on ne peut pas produire comme poisson dans cette rivière? Pourquoi est-ce que nos fonctionnaires ne peuvent pas prendre conscience de la richesse qu'on a et des potentialités? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je voudrais qu'on m'explique les raisons pour lesquelles on peut bloquer un secteur comme celui-là, n'est pas le développer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à Yabassi, à quelques 100 km? Et c'est un raccourci pour atteindre l'ouest. C'est à peine à 150 km pour atteindre l'ouest, en passant par Yabassi. Pourquoi on ne peut pas développer? Et c'est un secteur de production extrêmement important. Rien qu'une route qui part de là pour tomber à Douala, on a un développement inimaginable, avec la population qui, du coup, est à l'aise sur tous les plans.
je souhaite que les fonctionnaires qu'ils comprennent pour une fois que... J'espère qu'ils sont en train de nous suivre d'ailleurs ce matin. Je voudrais leur rappeler que les fonctionnaires sont les ouvriers. Ils ne sont pas les patrons du peuple. C'est le peuple qui les commande à travers... Ils sont les ouvriers du peuple. Oui, à travers les impôts qu'on paye. Parce que c'est grâce à ces impôts qu'ils ont le salaire. Si les gens ne payent pas les impôts, ils n'ont pas de salaire. Il n'y a pas un endroit où ils vont puiser de l'argent pour se payer à la fin du mois. Les bureaux qu'ils occupent, c'est le peuple qui paye. La lumière, l'essence, tout et tout et tout. Parce que je suis toujours surpris de voir que des fonctionnaires sortent de leur bureau pour aller dans un secteur faire un travail. Ils bloquent la route, ils empêchent les gens de travailler. C'est malheureux. Vous voulez qu'on se développe comment comme ça? Pourquoi est-ce qu'on peut bloquer la route pour des gens qui vont passer pour aller faire leur travail? Comme si les autres n'étaient pas au travail. Je voudrais qu'on m'explique. C'est que l'histoire. Pourquoi en Afrique il y a tout ça là pour bloquer? Et ça, les conséquences, c'est quoi? Je ne vais pas manquer de continuer à dire ce que je dis toujours. L'éducation. Il faut revoir le système éducatif en Afrique. Il est resté colonial jusqu'aujourd'hui à tous les niveaux. Bien sûr. On ne forme pas les gens pour aller développer leur recherche. On les forme pour se mettre au service des autres. Et surtout au service de l'Occident ou bien à l'administration. Regardez par exemple en Afrique. Quand un enfant va à l'école, tout son rêve c'est sortir, avoir un matricule dans l'administration. Il ne pense pas qu'il peut développer un secteur d'activité. Et pourtant, ce n'est pas les secteurs qui manquent. Moi, je suis ingénieur télécom. J'ai refusé de faire les télécommunications après avoir travaillé au moins 15-20 ans. Je suis rentré dans les recherches. Et je ne vous cache pas, bientôt, dans quelques jours, vous allez voir le chocolat noir à base de curcuma, gingembre, cannelle, et avec le lait de soja, le chocolat au miel, pas de sucre. Ça, c'est faisable. Ah oui, j'ai déjà goûté à ça. C'est très bon. Je vous assure que, je dis dans une semaine, vous allez voir, c'est nous qui le produisons. Bon. Il faudrait qu'on arrête de penser qu'on peut importer des conneries pour alimenter la population. Il n'y a aucun aliment, il n'y a aucun additif produit, et tout ce qui va avec. Aucun produit, aucun conservateur. Je dis aucun. Et tout ce que j'ai, vous allez le voir dans toutes les boutiques dont j'ai cité bientôt. Non, il faut qu'on arrête. Et on va les vendre ailleurs, dans tous les pays africains. Parce qu'on doit faire le Made in Africa. Pour mettre en jonction tous les producteurs africains pour qu'on échange. C'est pas pour ça. On a un grand pays à côté, le Nigeria, qui a près de 180 millions d'habitants. Ouais, à peu près. Officiellement. Vous pensez que qu'est-ce qu'on ne peut pas échanger avec ce pays? Mais que les gens font tout pour créer des guerres. Je dis, les gens font tout pour créer des guerres, pour que entre les deux pays, il n'y ait pas de circulation, il n'y ait pas d'échange. Pareil pour la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, le Malabo et tout ce qui va avec la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville. Il faut qu'on ressaisisse et penser à nous mettre ensemble pour produire. Seul, tu es faible. Ensemble, on est fort. On est encore plus fort. On vous comprend parfaitement, Simon D. Albert Anatola, ici, comment comprendre justement les blocages au sein de l'administration publique sur le continent africain lorsqu'un Africain a justement besoin de produire le made in Africa? Il y a deux problèmes majeurs qui se posent. Oui. Déjà, qu'ils sont dans une dynamique de bureaucratie. Ils sont dans une dynamique de bureaucratie. Oui. Donc, ils ne sont pas là dans une dynamique, n'est-ce pas, de développement. C'est ça le premier véritable problème. Oui. Le second problème, c'est que justement, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas derrière un contrôle, voilà, qui peut aboutir à une sanction et tout le monde fait tout et n'importe quoi. Parce que derrière un projet doit avoir une impulsion. C'est-à-dire que derrière un projet doit avoir une impulsion et l'impulsion c'est le politique. Tout à l'heure, je parlais des projets qui sont plongés. Il y a plein de jeunes qui sont ingénieurs. Quelquefois, on conçoit des projets qu'on appelle dans un bureau à Yaoundé, justement pour expliquer comment, le pourquoi. Quelque temps après, on leur promet justement que... De les appeler, malheureusement, on ne les appelle jamais. C'est à la télé qui constate que leur projet a été lancé, mais de la plus mauvaise manière parce qu'ils n'ont pas toutes les clés du projet. Il y a ça. Il y a également ces individus qui arrivent porteurs d'un projet dont ils ne sont pas véritablement... j'allais dire les initiateurs. Ils sont en quelque sorte les entremetteurs, mais ils revendiquent sa paternité et très souvent c'est ces gens-là qu'on écoute. Pourquoi? Parce que quand on voit un projet qui coûte 200 milliards, eh bien tu vas donner au moins 30% aux fonctionnaires. C'est comme ça que beaucoup de projets meurent. C'est-à-dire que ça meurt avant d'être né. Pourquoi? Parce que dans les bureaux, les gens vous exigent. Moi je connais véritablement des véritables porteurs de projets qui sont repartis parce que pour que ça passe, il faut d'abord qu'ils donnent un bac chiche. Il faut qu'ils donnent un bac chiche et pas n'importe quoi, pas n'importe quel montant s'il vous plaît.
Attendez, quand vous développez un pays... Il y a quelqu'un qui sur ce plateau qui a déjà été victime, hein, il s'appelle Dr Yam. Voilà, ok. Donc il faut qu'on sache où est-ce qu'on va. Tout à l'heure, je crois, c'est Simon qui parlait justement de la pêche, mais tout ça. Mais nous avons des rivières, des cours d'eau très poissonneux. Mais ce sont les Chinois qui ont des autorisations de pêche dans cette affaire-là. Et ce poisson n'est pas vendu sur le marché camerounais. Hein. C'est vendu ailleurs. Eh oui, c'est vendu ailleurs. Donc, ça pose un problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement revoie, je sais pas, d'une manière générale. L'administration tout entière. Non, l'administration est là pour gérer la paperasse. Oui. L'administration n'est pas là pour penser des projets. Parce que si oui, on doit gérer, c'est les cabinets d'études de projets qui doivent gérer les projets. Ce n'est pas les administratifs. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour les visas. Oui, ils sont là pour les visas, pas pour gérer les projets, non. Faut qu'on soit... La preuve, c'est que vous avez un projet sucrier qui est morné du côté de l'Est. Ce sont les administratifs. Le projet du manioc de Dr Yam est un projet qui justement ce sont les administratifs. Voilà, ce sont les administratifs. Bien peaufinés avec des partenaires, malheureusement. Et voilà. Donc, alors, déjà, ceux qui aiment les grandes enseignes comme Carrefour et consorts, ils ne prennent même pas le temps de lire à l'étiquette parce qu'il y a souvent la tromperie sur l'étiquette, justement. C'est-à-dire que vous prenez un produit dont la date d'opération est établie, mais vous croyez que vous avez fait une bonne affaire. Vous vous retrouvez avec des indigestions, je ne sais pas quoi. Donc, je crois qu'il faut déjà promouvoir le made in Africa, le made local. Ça crée des emplois, ça crée des opportunités d'enrichissement parce que vous ne pouvez pas aller avoir la prétention, l'ambition d'aller vers l'émergence en vous basant sur l'importation de ce que vous devez manger sur votre table. Non, c'est tout à fait paradoxal. Merci messieurs, permettez-moi de lire des messages avant de conclure justement cette édition de DBS Matin de ce vendredi. Bonjour le célèbre et pertinent plateau de DBS Matin, Gabriel me compte depuis Yaoundé. Dr Yambé, c'est lui qui a compris nos difficultés en Afrique, pour ne pas dire au Cameroun. Ce projet de manioc, je l'ai suivi avec mon GIC. Sous le ministre Essime Meigné, au Minader, allez savoir ce qu'il est devenu après avoir été combattu par les faucons du régime. Ils enseignent dans nos universités les formules alimentaires pour les bêtes à base de semoule de blé et non celle du manioc pour nous obliger à courir toujours derrière le blé que nous ne produisons pas. Ce riz donc on parle tant on peut le produire en qualité et en quantité en DOP. Au Grand Nord, à Fumbot, bref, sur tout le territoire, les gouvernants préfèrent le cacao et le café pour leurs intérêts. Les tracteurs pourrissent à Ebolova pendant que des gens dépensent des milliards pour les ordinateurs. PB, Steve, ce pays doit se mettre sous embargo général pour obliger les gouvernants à développer des politiques publiques pour le développement. Regardez Cuba après l'embargo américain. Eh bien, ce pays peut nourrir toute la SEMAC à condition que le gouvernement, colonial débarrasse le plancher. Il faut arrêter avec les importations et personne ne va mourir. Le cas du ciment nous enseigne plus. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Gabriel Mekonchou, docteur, expliquez-moi comment les élèves d'un lycée agro-pastoral peuvent avoir faim au point de gréver. On leur enseigne quoi donc là-bas si ce n'est pas produire? Pour leur recruter, on leur demande l'expérience de 5 ans. Un ingénieur, c'est quoi finalement? Il est temps d'agir. Merci également à vous, monsieur Gabriel Mekonchou, ce matin. On comprend que vous êtes très en colère. Bonjour, bonjour, sujet très important. L'Afrique a besoin de politiques capables de prôner en tout cas l'autodétermination. Le malheur de l'Afrique est surtout d'avoir des présidents imposés. Je vous informe que la marque Kinder de Suisse, d'ailleurs, utilise le lait venu d'Afrique, principalement du Sénégal. Le poisson vendu dans les rayons en France et 50% provient de la Gambie. Un vrai échec pour l'Afrique qui a surtout une terre vierge et riche. Non infesté de produits dégradables. Ici, leurs tomates n'ont pas de goût. Le poulet et bien d'autres encore cause. Alors, d'accord, leur production exagère. La tomate importée du Cameroun vers l'Italie coûte plus cher que celui produit par les agriculteurs italiens. Biadio qui nous écrit depuis l'Italie. Merci également à vous, Biadio, depuis l'Italie ce matin. Bonjour DBS, très bonne thématique. Le véritable problème, c'est le logiciel colonial. Le but de l'État néocolonial, c'est la liquidation des matières premières et non la production et la transformation locale. C'est ce que nous écrit d'ailleurs cette personne, mais qui n'a pas donné son nom. Il s'appelle Bilim Jonas. Je pense que c'est ça son nom ce matin. Bonjour DBS ce matin, les magnifiques invités, que vous êtes vraiment à la hauteur, docteur Simo. S'il vous plaît, on a besoin des photos, l'échantillon et les différents noms. Sinclair depuis Bilonguet. Merci également à vous Sinclair ce matin. Rapidement,
des messages tombent. Bonjour à tous, je mets à votre disposition les 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans de Bernard Dzonga. Gérard Batao, président de Mabase. D'abord, merci également à vous d'avoir participé à cette édition. Pourquoi le dirigeant donne nos lettres aux étrangers, nos terres aux étrangers? Il y a également ce problème qui se pose. C'est Aymar Solange qui nous écrit ce matin. Bonjour à tous, merci pour ta présence ce matin, papa et grand-père Simo. J'ai le cœur qui saigne, j'ai les larmes aux yeux ce matin. Nous, Africains, les plus riches, nous qui faisons le monde, on se trouve aujourd'hui en 2020 en train d'importer et que d'exporter. Je me demande pourquoi nos programmes alimentaires ne sont pas mis, ne sont pas mis en tout cas en œuvre. Pourquoi les décideurs de nos pays ne peuvent pas accepter qu'on puisse réaliser nos programmes alimentaires. Laissez-nous manger à notre faim. C'est pas de notre faute si nous sommes les plus riches. Pourquoi c'est nous alors qui devront être des pauvres, des mendiants, travailler pour les autres? Nous voulons travailler pour nous. On ne peut pas nous faire croire que pour produire de la nourriture, pour nous, il faut l'accord des colons. Nous voulons retrouver l'expérience de vie, l'espérance de vie, c'est ce qu'il voulait dire, de nos ancêtres et grands-parents. Messieurs les décideurs, oui, de nos différentes nations, pensez à l'avenir, pensez à l'Afrique après vous. Nous voulons manger africain et camerounais en particulier. Félicitations Papa Simo pour tout ce que vous avez déjà implémenté. Ndonfak depuis Douala. Merci. Et également à vous, monsieur Ndonfak, depuis Douala ce matin. Allons-y rapidement, les messieurs, les gars, ils écrivent des bibles. Hein. Bonjour Dibier, ce matin, notre dépense alimentaire est due à un facteur bien connu, l'Occident, plus précisément la France, a fait de nous, par le biais de leur système éducatif, des consommateurs éternels de la culture française. Raison pour laquelle nous avons au sommet des gouvernants qui ne sont pas conscients des défis réels du continent et la base des citoyens à l'esprit occidentalisé. Steve, s'il te plaît, il faudra faire cette émission sur notre système éducatif. C'est très important, à mon avis. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles. Oui. Bonjour Steve, les gars, ils écrivent de longues du Bible. Bonjour à tous les panélistes, merci pour la thématique de ce matin. Le Camerounais et l'Africain en général a le complexe de coloniser. Ce qui est de chez nous est d'office mauvais, mais ce qui vient de l'Occident est bon. Ça c'est de l'aliénation culturelle. Consommons le Made in Africa. Merci au docteur Simo. J'aimerais vraiment avoir l'occasion de goûter à ces familles biscuits. De grâce, veuillez nous appeler les lieux, rappeler en tout cas les lieux de ces différents magasins à Douala. Wata depuis le Waba. Monsieur Simon n'est plus là, il doit avoir un voyage d'ailleurs dans un instant. Hein. Il a d'aller prendre justement la route. Mais vous l'aurez en tout cas dans les jours à venir. Steve Goss et son palais d'impair. Bonjour, mon coup de cœur. Ce matin, je crois qu'il ne faut plus que je m'en prenne à Eneo à cause du fait que Fifinda n'a pas d'énergie électrique depuis 10 semaines. Puisque un parent venu de ma belle famille me fait comprendre que son benguet est à 16 semaines sans énergie électrique. Son benguet qui dépend de son loulou. J'espère que vous comprenez quelque chose, monsieur Otou, à Efoulal. Ne vous inquiétez pas, on est habitué de ce côté-là. Déjà que le barrage de son loulou est juste à côté, vous imaginez son benguet. Il y a un peu un lampadaire, alors allez, ça va. Il y a un pas de route pour arriver là où il y a l'énergie électrique. C'est le grand paradoxe, en tout cas, de notre pays. À propos du débat du jour, c'est très délicat à partir du moment où le Cameroun n'a pas une seule vigne, à ma connaissance, et qu'on me demande de boire du vin rouge made in Cameroun, n'y a-t-il pas de problème? Non, il y a des vignes. Croyez-moi, on fait justement du made in Cameroun. Il y a d'ailleurs une personne que nous avons invitée sur ce plateau qui fait du vin rouge à base de plantain. Et c'est extraordinaire. Allez savoir combien d'ailleurs. Monsieur Simon cherche le matricule parce qu'on n'a pas d'autre voie de sortie. C'est monsieur Otou à Efoulan, à Yaoundé. D'accord, parce qu'on n'a pas d'autre issue, on vous comprend. Bonjour, plateau de DBS. Les dirigeants et les populations africaines doivent impérativement comprendre que l'agriculture est nécessaire pour son développement. La Chine est passée par là, Romaric et tout, on donne à Brazzaville. Merci également à vous qui nous regardez du côté de Brazzaville ce matin. Allons-y maintenant en Côte d'Ivoire. Nous avons des gouvernements mercantiles. Ils sont tous des commerçants et affairistes. Leur système est de sorte que tous les fonctionnaires sont corrompus du plus haut au plus bas. Ils sont sans cœur et méchants. Ils ont exproprié nos parents au profit des agro-industriels occidentaux pour nous maintenir dans la précarité criarde. Les infrastructures routières n'existent pas pour écouler nos produits qui sont périssables, et aussi ces fonctionnaires véreux qui escroquent ces pauvres paysans par des taxes bidons, d'où la cherté de nos marchés. C'est monsieur Dohouli qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, puis-je avoir le contact de monsieur Simo? Vous l'aurez, ne vous inquiétez pas.
Bonjour à tout le panel de DBS. Vous savez, le véritable problème de notre continent est sans doute l'absence de promotion concernant la production des produits made in Cameroun et made in Africa. D'un, quand vous avez un gouvernement qui se plaît à importer des vaches d'ailleurs pour soi-disant rebooster la production du lait dans notre pays, alors que la nature a mis à notre disposition divers types d'animaux partout et plus dans la partie septentrionale, c'est sans doute promouvoir l'importation. Messieurs, lorsqu'on écrit la Bible, hein, je pourrais pas vous lire tous parce que plus que 5 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Albert Anatoula ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour sortir de cette édition de DBS Matin? Mais la première chose qu'on doit pouvoir faire, c'est que il doit y avoir une rupture. J'ai l'habitude de le dire que le Covid-19, c'était une opportunité. C'est une opportunité. Oui. C'est une opportunité. Nous avons vu l'ingéniosité des jeunes, de la jeunesse africaine, dans la lutte contre cette affaire-là qui nous vient de l'autre côté. Et je pense que si on leur donne des moyens, ils en feront davantage. Donc, il faut une rupture. Et je pense, c'est la raison pour laquelle je dis que pour que la Chine devienne cette puissance mondiale, la Chine s'est d'abord enfermée, oui, à fermer ses frontières. Parce que, je le dis, je le maintiens, et c'est nécessaire, c'est important. Et deuxième chose, il faut que nous ayons à la tête de nos États des nationalistes et des patriotes. J'espère seulement qu'ils nous écoutent ce matin. Ça, c'est important, qui ont le souci, n'est-ce pas, de l'avenir de l'Afrique et de leur pays. Ça, c'est important. Il y a un aspect que je voudrais soulever, je m'en voudrais ne pas d'ailleurs le faire, c'est que vous avez également des jeunes qui bénéficient des financements pour des projets assez porteurs, mais qui par la suite disparaissent dans la nature. Là aussi, c'est bien de le souligner également. Docteur Yamtimabou, sorti de cette édition, vous également, vous pensez qu'avec la Covid-19, on peut justement en profiter pour se développer? C'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion qui fait le larron. C'était une opportunité de relancer, puisqu'on aime déjà le riz, la production de riz, mais demain, j'ai la production agricole. Oui. Le poisson, c'est 4 à 6 mois. Tout ce qui est comme riz, etc., c'est 3-4 mois. Les pommes, les patates, les arachides, etc. Est-ce que vous imaginez que dans un pays comme celui-ci, les gens ont fini par croire que l'huile de palme est un problème de santé? Vous avez des gens qui vous disent que l'huile de palme est un problème de santé, mais vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. Nous, on buvait une cuillerée à soupe d'huile de palme tous les 2 ou 3 jours quand on était des enfants. Supplémentation en vitamine A. Supplémentation en vitamine A. Quand nous étions enfants. Aujourd'hui, on ne veut pas donner ça aux enfants. On dit que c'est mauvais parce que dans une certaine partie du monde, l'Europe a décidé que l'huile de palme n'est plus bonne. En réalité, parce que l'Europe veut mettre en avant d'autres types d'oléagineux. Et nous, on se met comme un seul homme derrière. L'un des problèmes de fond de la problématique d'aujourd'hui est la réforme foncière. J'ai l'habitude de dire sur vos plateaux que il faut que nous revenions en 1884, un an avant le viol européen sur nos terres. Ces constitutions africaines, particulièrement les constitutions d'Afrique francophone, qui déclarent que la terre appartient à l'État, sont des survivances et de la pérennisation dangereuse de la colonisation. Nos grands-parents avaient nos terres, nos ancêtres avaient nos terres avant que l'État colonial n'arrive ici. Il faut qu'on revienne à ce genre de choses. Qui va donc permettre que les gens puissent faire de l'agriculture sur les terres plus facilement? Et il faut que l'État réorganise un peu toutes ces procédures. On a de vieilles lois des années 60-70, c'était des lois coloniales. Vous savez que dans ce pays, il était interdit de couper les plantes de café. Légalement, c'était interdit. Couper les plantes de café au cacao, mais vous pouviez décimer tout votre champ de macabo, il n'y avait pas de problème. Donc, il faut qu'on revienne, qu'on revoie tout ça et qu'on limite un peu la bureaucratie. 1000 autorisations avant que quelqu'un ne passe à la transformation, c'est mauvais. Est-ce que vous savez que dans ce pays, pour faire de l'élevage, vous devez demander l'autorisation? C'est la loi, mais les gens ne le savent peut-être pas. Les Camerounais opposent des mécanismes de résistance à la pauvreté qui continue. Et enfin, le dernier mot que je pourrais vous dire, c'est que nous devons, tout à l'heure, ici parler de modèle économique. Oui, mais en fait, au-delà du modèle, avant le modèle économique, il y a la vision politique. C'est une certaine vision du monde qui doit pouvoir guider nos actions. Et cette vision du monde doit pouvoir elle-même s'arrimer sur le plan politique à quelque chose de fondamental qui est la maîtrise de notre monnaie.
qui va donc nous permettre, à partir d'une politique monétaire, de définir une politique économique. Et comme on n'a pas tout ça, ça fait problème. Donc, en réalité, la question de l'agriculture, la question de l'alimentation au Cameroun et en Afrique devient la question essentielle de notre indépendance, de notre liberté. Devient la question de notre sécurité nationale, la question de la qualité de notre vivre ensemble, de la qualité de notre vie collective. Et à partir de ce moment, il va falloir que ceux qui dirigent les pays africains aujourd'hui se décident. Soit ils vont conduire nos pays à l'indépendance, soit ils vont maintenir nos pays sous domination. Et enfin, il faudrait qu'ils nous disent clairement, ils veulent développer nos pays ou ils veulent lutter contre la pauvreté. S'ils veulent lutter contre la pauvreté, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à l'économie. En économie, on ne lutte pas contre la pauvreté. En économie, on lutte on se bat pour se développer. On se développe. On n'est pas là pour lutter pour la pauvreté. Vous êtes là pour faire des combats d'arrière-garde ou vous êtes là pour aller de l'avant. C'est pas normal. Donc, nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas obligés de consommer les aliments importés. Bien au contraire, nous sommes obligés, condamnés à consommer les aliments locaux, de les transformer. Et c'est ça qui va permettre à nos pays de se développer. Ils sont très nombreux d'ailleurs à nous avoir écrit ce matin. Ils viennent de partout et surtout dans les quatre coins de l'Afrique. Hein, mais on n'a pas pu justement lire vos messages ce matin parce que c'est ici que va s'achever cette édition de DBS Matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Mais, écoutez, ce fut un plaisir. Mais il faut que cesse la filouterie parce que la banane camerounaise ne peut pas porter l'étiquette française alors qu'elle est produite au Cameroun. Voilà autant de choses. Merci. Et elle n'est pas consommée au Cameroun. Elle n'est pas consommée au Cameroun. Donc Yamtima, merci également d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup, M. Ngoz, m'avoir invité. Madame, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver dimanche dans le cadre de Feu Vert, notre grand débat. Eh bien, n'oubliez surtout pas, dimanche entre 14h et 16h, nous serons ensemble. Eh bien, avant de vous quitter, n'oubliez surtout pas, les riches ont plus besoin des pauvres pour être encore plus riches et les pauvres ont besoin des riches pour rêver. Il est donc l'heure de se lever et de regarder. Mesdames, messieurs, bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et à dimanche.